Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 468 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 11e numéro de notre Top 100 NBA joueurs 2025, Top 100 participatif, avec aujourd'hui la participation de Flotix, ancien du média, l'analyste. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue sur le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour le 11e numéro de notre Top 100 participatif, Top 100 joueurs NBA, avec quelqu'un qui est encore plus fou que moi, parce que moi je fais un Top 100 participatif, mais lui il fait aussi un Top 100, mais de son côté. Aujourd'hui c'est Flo, pardon, comment ça va Flo ? Ça va super. On est obligé pour être un peu raccord et logique quand on parle avec toi d'un Top 100. Mais c'est ce que je te disais, je pense que mon Top 100 doit être scandaleux si je le sortais sur place publique, mais bon. Ah non, moi je t'admire parce que moi, me mettre derrière un bureau et regarder pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures un tableau Excel à faire un top 100, je ne pourrais pas. Tu vois, moi je me sers du podcast un peu comme un prétexte pour le faire, mais du coup tu es plus courageux que moi en fait. je l'envoie à des amis et je reçois quelques insultes par-ci par-là des fois. Oui, c'est le lot de ces classements. Bon, Flotix, que vous connaissez sur Twitter, Flo, ancien de l'analyste, ancien de plein d'endroits. Je crois que t'es free agent en ce moment. Ouais. Tu es free agent, mais tu es surtout un fan triste puisque tu es un fan de l'Indiana. Comment est-ce qu'on se prépare mentalement à vivre une saison avec du Mathurin à 35% d'usage? Alors ça c'est cool, ça donne le smile. Pas forcément pour les résultats, mais pour le côté visuel et photographique de la saison qui peut arriver. Mais comment on se prépare? Ouais, un peu plus triste parce que t'as des vocations à jouer quelque chose de haut qui sont un peu plus basses. Mais par contre, ça donne un peu plus d'amour pour tout le reste de l'NBA. C'est vrai que l'NBA, ça fait 2 ans que j'étais très hypé par ma propre équipe. Alors que là, je me trouve un peu plus de chouchou à droite à gauche. Des équipes que je sais que je vais un peu plus regarder que les années précédentes. Donc on aime autre chose. Mais c'est tout aussi cool, en fait. C'est quoi les recrues de l'Indiana, là, cet été? Bon, il y a Jay Huff. Et j'ai jamais été aussi hypé pour un joueur aussi moyen. Ah ouais. Ouais, non mais ils ont pris personne à peu près pour remplacer un Paul Liberton, ou tu vois, il y a même pas non plus un jeune à potentiel, quoi. C'est un peu on va faire comme d'habitude. Pour le coup, je sais qu'on en avait parlé pendant la rétrospective de la saison d'Indiana. Moi, j'ai quand même beaucoup d'attentes autour de la jeunesse des Pacers, autour de Jarrett Walker. T'as parlé de Ben Mathurin, des joueurs qu'on a draftés comme Johnny Furphy, Cam Jones, etc. Donc il y a un peu un projet à double timeline qui va être aussi intéressant parce qu'il n'y a pas d'attente d'objectifs comme les Warriors à leur grande époque de double timeline. Mais c'est cool parce que t'as des joueurs pour lesquels tu pouvais dire on a envie d'en voir plus, mais tu pouvais pas en voir plus parce que Siakam, Liberton, etc. Bah là on va pas avoir le choix, donc on va avoir plus de Nembhard, plus de Mathurin, plus de Walker de façon un peu forcée, et c'est pas tout le temps qu'on peut avoir ce genre de saison, donc c'est intéressant. C'est un peu un gros laboratoire qui a une période juste timée de 1 an, donc c'est assez unique, c'est cool je trouve. C'est marrant que tu parles des doubles timelines des Warriors parce que vous avez un mec qui a de l'expérience là-dedans. Il est chez vous, James Wiseman, du coup. Il va pouvoir apporter cette expérience de comment foirer 2 timelines en même temps. Mais non, mais c'est vrai, Furphy, j'entends beaucoup parler de Furphy. Je t'avoue que j'ai pas beaucoup joué encore Johnny Furphy, mais je sais qu'il a une petite cote de hipster. Qu'est-ce que j'ai pensé aussi? Si, pardon, Isaiah Jackson qui va revenir. Ça, bon, il drafté il y a 4 ans déjà maintenant, mais toujours encore un peu jeune. J'aimerais bien qu'il fasse un peu des trucs aussi. Jackson, il s'est blessé assez gravement l'an passé. Mais voilà, toujours. On peut appeler ça une saison de transition, une saison de Nembhard va être passé au révélateur aussi des méga responsabilités, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis Furphy, c'est vrai qu'il avait un peu un côté de hipster de draft parce que c'était un ailier très jeune qui pouvait porter la balle et qui avait vraiment des séquences défensives très intéressantes. Et donc il était un peu en laboratoire l'an dernier et on s'est rendu compte cette année que il commençait à se rapprocher cet été dangereusement d'un 6'9", 6'10", 6'11". Donc on a commencé à regarder ça en plissant les yeux en disant mais qu'est-ce que c'est que ce spécimen là, mais avec sa chevelure dorée. Donc là ça va être très intéressant. Et Isaiah Jackson, le problème c'est que c'est un pivot qui était méga intéressant par ses qualités athlétiques et sa verticalité, qui s'est fait le tendon d'Achille. Donc j'ai très très peur de sa répercussion sur l'année à venir. Mais voilà, comme on a recruté Jay Huff qui va être exceptionnel, on a une rotation au poste 5 qui peut être intéressante quand même. Ouais, mais le problème c'est que sans Liberton dans cette conférence Ouest, vous ferez pas mieux que 4e, quoi, pour le coup, hein, sans Liberton. Et encore j'ai fait mes attentes et mes classements. Ça va jouer fort le play-in, quoi, en espérant que ça joue ça. Hein.
Moi, je pense même que vous pouvez même être top 4, hein, pour le coup, même sans Liberton. Vu que Giannis, il va y avoir du remous, il va partir, vu qu'il n'y a pas Boston. Tu vois, je pense même que dans cette conférence ultra relevée qu'est la conférence Est, il y a moyen de faire, de beaux trucs. Bon, bref, arrêtons de divaguer. Le top 100, vous le connaissez, on a une playlist de 100 noms qui a été fait avec les auditeurs sur Twitch. Et puis, on prend à chaque fois 5 nouveaux noms, on les classe petit à petit. On rajoute 5 par 5. Donc, on a fait 10 épisodes, on a un top 50. Avant de passer sur la QV du jour, justement, le top 50, est-ce que tu as des remarques sur le classement actuel, ce classement participatif et classement qui n'arrête pas d'évoluer, c'est le but. Écoute, sur le top 50, je me suis noté 2-3 petites choses. Je vais envoyer la première très rapidement parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui te l'ont dit. Moi, j'ai Devin Booker plus haut dans ce tiers, un peu ce tiers 2 après les 4 monstros de NBA, quoi. Pour moi, Devin Booker, tu vois, dans mon classement personnel, je l'ai 8e, donc c'est sur un top 100. Donc c'est dire que je l'ai plutôt très haut. Alors attends, juste pour te dire, il était dans ce tir-là à la base. Ouais. Après, on s'est rendu compte qu'on l'avait pas assez pénalisé entre guillemets pour la mauvaise saison et que tu vois en fait, il y a un peu dans les faits où il a été moins efficace d'habitude, la défense pas top, etc. Donc c'est là où on revient aussi sur la différence entre un classement un peu théorique, on va dire, où je te rejoins qu'il pourrait être plus haut en théorie. Mais vu qu'on juge ce qui s'est passé de facto de 2025, tu vois, Booker a été un peu pénalisé, Durant aussi, Kawhi Leonard aussi, donc ouais. Mais je vois ce que tu veux dire dans la théorie, un peu absolue, il est totalement dans le tiers à Liberton Brunson, quoi. Bah, tu vois, par exemple, par rapport à son coéquipier Kevin Durant, je pense que évidemment que tu as une saison qui est un tout petit peu en deçà de la moyenne habituelle de Devin Booker et de sa progression récente, mais le côté playmaking et création collective qui a explosé, le côté défense on-ball où vraiment ça fait 2 ans qu'il est devenu largement meilleur que la moyenne et c'est peu dire. Sa chute d'efficacité, elle est pas non plus monstrueuse, donc pour moi je l'aurais quand même au-dessus de son propre coéquipier par le terme de création collective, jusqu'à aller taper du Brunson, du Haliburton, ça me dérange pas du tout. Donc, mais après c'est pas non plus ultra choquant, mais c'est vrai que je l'aurais au-dessus de ces personnes-là. Après les 2 autres trucs que je m'étais noté, j'aurais eu tendance à mettre Evan Mobley un peu plus haut. Notamment au-dessus de Franz Wagner et James Harden, jusqu'à les gratter du Kawhi et du Cade, je suis pas sûr. Mais tout simplement parce que toi qui es grand fervent supporter de un point gagné en défense et un point gagné en attaque, je pense que son côté fonctionnel en attaque au minimum et ses progrès récents, notamment dans le passing où vraiment il a progressé sur un rôle de hub, il peut être sur un minimum offensif qui est largement acceptable et il est tellement exceptionnel en défense que pour moi ça le ferait passer automatiquement devant des Harden et des Wagner. Oui, non, mais c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Moi, je remontais des pivots défensifs, ça me dérangerait pas. Mais après, il y a la question de, est-ce qu'on le fait passer devant certains gros créateurs offensifs aussi, tu vois. Déjà, il est devant Ja Morant, c'est peut-être que Ja Morant est un peu bas aussi, mais je pensais aussi à Chet. Les deux pourraient remonter, mais en fait, la question, c'est jusqu'à où, quoi. Comment est-ce qu'on mesure l'aspect de, finalement, un point gagné en défense, comme tu dis, c'est autant qu'en attaque. Donc, au final, mais je te rejoins, ouais. Et tu vois, le dernier que j'avais, et pour le coup, c'est de l'appréciation personnelle où je pense que je suis beaucoup plus bas que la moyenne sur lui-même, c'est Josh Hart, où Josh Hart, chez moi, il est beaucoup plus bas, parce que, que ce soit même défensivement autant qu'offensivement, je pense qu'il apporte un certain nombre de compromis, évidemment offensifs, parce que, à part le côté connecting minimum où il a un passing en mouvement et une présence sur les rebonds offensifs, par exemple, ou en porteur d'écran, je pense que par sa taille, par son manque de création personnelle et même défensivement, alors évidemment qui peut être utile, mais c'est pas non plus de l'élite par le terme de polyvalence ou de on-ball sur les plus petits joueurs. Je pense que il apporte un plancher minimum qui en fait un joueur top 100 évidemment, mais je pense qu'il apporte également un nombre de compromis minimum qui me fait dire que c'est pas un joueur qui est devant à mettre des devant des Paul George, devant des Lou Dort, devant des McDaniels, qui t'apporte un plancher minimum sur plein de catégories différentes, où en fait le plancher minimum de Josh Hart il est pas si haut, quoi. Et c'est un peu la chose qui me fait dire que moi chez moi je l'ai beaucoup plus bas. C'est vrai qu'actuellement il est autour de Porzingis, Aaron Gordon, Jarrett Allen, un peu ce genre de, entre guillemets, méga super role player, on va dire. Mais effectivement, une évaluation plus négative, notamment de ses compromis, je suis d'accord, peut descendre assez bas. Après, moi, c'est un peu de l'autre côté, en fait. Moi, je me demande si Paul George, Scottie Barnes et DeRozan sont pas un peu bas dans le classement, parce que gros volume. Alors, Paul George, Barnes sont pas efficaces, mais il y a la défense et le passing. DeRozan, il n'y a pas la défense, mais il est efficace. Je me demande, tu vois, si c'est peut-être pas eux qu'il faudrait monter un peu, venir les coller, peut-être pas carrément niveau Jamal Murray, mais peut-être pas loin, quoi, tu vois. Peut-être eux les faire passer devant le groupe de pivots / role player à la Josh Hart, Aaron Gordon, quoi.
suis d'accord. Et puis en fait, je me demande aussi, parce que tu parles souvent du volume de minutes, je me demande aussi si Josh Hart, dans un effectif qui n'est pas celui de New York, où un, il y a Tom Thibodeau, et deux, il y a des joueurs à énorme compromis défensif comme Jalen Brunson et Karl Anthony Towns, est-ce que son profil de hockey partout le fait pas descendre à 27-28 minutes dans un effectif comme Boston, OKC, etc. Tu vois, la taxe que tu impliques souvent à Alex Caruso de jouer pas beaucoup de temps dans cet effectif d'OKC, est-ce que cette taxe-là, pardon, il la prend pas plein fouet dans un autre effectif Josh Hart aussi? Mon avis est de dire oui. Je suis d'accord, mais l'exercice, c'est tant mieux pour toi, t'as beaucoup joué. On prend un peu le de facto. Mais je suis d'accord, mais alors, tu vois, c'est là où je faisais un peu le duel à minute égale, on va dire. Caruso qui est en bas du classement parce qu'il joue assez peu, donc on sait pas quoi en faire. Mais Caruso versus Josh Hart à minute égale, qu'est-ce que tu penses quoi un peu de ce duel, toi? Moi, j'aurais tendance à largement dire Caruso, parce que l'élite, tu vois, ce que je disais, que Josh Hart, il est vraiment très très sympathique défensivement par sa polyvalence. De l'autre côté, tu parles d'un élite, et le rôle offensif, à part un peu de connecting et de la présence sur le jeu des possessions, Josh Hart apporte quand même pas mal de problèmes, alors que les problèmes de Alex Caruso, il en a également, mais en fait, ils sont un peu équivalents, parce qu'il va compenser par un peu plus de tirs, etc. Mais en fait, le côté défensif me le ferait pencher de l'autre côté, quoi. Je pense que je prendrais quand même par minute passée sur le terrain de Josh Hart, mais je suis d'accord que c'est assez proche finalement, et que c'est pas tant, enfin, c'est un non-shooter, c'est un shooter moyen, Caruso, là où je pense que Josh Hart est plus un non-shooter. Oui. Et que finalement, tu vois, au final, le volume est petit chez Caruso, mais parce qu'il joue pas tant que ça. Mais il a déjà fait des bonnes saisons au shoot et je trouve qu'il est assez fluide. D'ailleurs, en playoff, ok, il y a eu des passages un peu en surchauffe, mais il les prenait quoi. Il les prenait de manière spontanée, de manière fluide et il les a mis. Donc ouais, je suis un peu d'accord, mais ok. Je suis étonné que tu me parles pas de Nembhard, que tu voudrais refaire monter dans le top 15, mais très bien, ça me va. On en a parlé sur la saison des Pacers, mais en fait, l'état de fait que tu fais de noter la saison 2024-25 fait que surtout si on élude un tout petit peu les playoffs, fait que un Nembhard, aussi fort soit-il, et je suis persuadé que sur le classement 2026 il sera beaucoup plus haut, mais sur la saison 24-25 il y a une taxe de volume et d'usage qui fait que en fait Nembhard aujourd'hui est un role player exceptionnel, mais reste un role player à qui on n'a pas donné assez de ballons, donc j'aurais du mal à le mettre beaucoup plus haut. Non mais ce que je pensais, je me suis dit mince, il faut que je le mette l'an prochain, je lui mettrai Nembhard, c'est pour sa saison de MIP. Je te le réserve pour le top 100 2026. Donc bref, ok, je note le duel Booker-Durant, je note aussi par rapport à Mobley, je bouge pas encore Mobley parce qu'on vient de classer l'épisode d'avant, tu vois, donc je me dis, j'attends de voir encore 2-3 avis supplémentaires, mais je suis quand même plutôt enclin à trancher en ta faveur. Mais très bien, je continue à récolter les avis. Niveau Best of the Rest, on va pas redévelopper à chaque fois, parce que certains auditeurs ont dit qu'à chaque fois on parlait des mêmes noms et ils ont raison, mais pour te dire, pour l'instant Jordan Poole a été cité, Tari Eason, Malik Beasley, Malik Monk éventuellement à rajouter à la fin dans le top 100. Je t'ai pas envoyé la liste, je crois, du Best of the Rest, mais si. Ah, si tu l'as, pardon, oui. Bon, est-ce que tu as d'autres noms en dehors de ceux que je viens de citer où tu te dis, lui, ça pourrait valoir le coup, voire même, lui, je l'ai dans mon top 100, le top 100 Flotix. Je m'étais noté 3 noms, donc on va les passer très vite sur les deux premiers qui étaient Jordan Poole et Tari Eason. Ok. Et plutôt accentuer sur un joueur que tu n'as pas, que moi j'ai 86e, tu vois, par exemple. Ouais, qui est Onyeka Okongwu, parce que Onyeka Okongwu, il a toujours pris une taxe, on va l'appeler la taxe Capella, qui faisait que Capella jouait à sa place et personne ne comprenait pourquoi d'ailleurs. Alors évidemment que Onyeka Okongwu, c'est pas un pivot classique, on va pas mettre en avant sa qualité de protection de cercle exceptionnelle comme des Rudy Gobert, mais en fait tout l'atout du profil est dans sa polyvalence, autant offensive que défensive. Il apporte des atouts quand même de switch, de protection de cercle minimum. C'est un pivot avec du passing qui a une belle efficacité, et il a une belle efficacité alors que pourtant il a une diversité d'attaques qui est quand même assez intéressante. Il a du passing sur du short roll, il est capable de jouer sur du flotteur, des push shots, il est efficace proche du cercle, il a même commencé à tirer à 3 points. En fait, ça te fait vraiment un pivot ça te fait un big qui est capable de jouer avec dans plein de systèmes différents, qui est capable d'être utilisé de manière fonctionnelle, de manière efficace, qui est souvent utilisé avec Trae Young de manière un peu classique, pivot qui va rouler. Parfois, il est utilisé avec Jalen Johnson dans un rôle un peu plus de short roll où il va le servir en mouvement, etc. Mais en fait, c'est un mec qui, d'une manière fonctionnelle, de plein de manières différentes, il va être efficace sur le terrain. Donc en fait, je peux pas m'enlever ce profil-là d'un top 100, quoi.
Je suis d'accord, il a pas fini dans la pré-liste, mais il était un peu dans les noms qu'on hésitait à mettre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur du 28 minutes par match cette saison, donc il a vraiment pris la place de titulaire, on va dire. C'est pas un gros titulaire, mais tout de même. Et je suis d'accord qu'il y a plein de trucs à aimer. Peut-être non pas le piège, mais le truc c'est la différence entre un peu le profil réel et la théorie. Et je suis d'accord que dans la théorie, tu vois, s'il avait un shoot un peu plus solide que ce n'est le cas actuellement, je serais un peu conquis, malgré un peu le manque de défense, on va dire, de protection de panier. Et pour l'instant, le shoot, ça bloque un peu. Et on a alors un athlète qui est fabuleux, finition, comme tu dis, le drive un peu, le passing. Mais je pense que ça fait quand même un bon ajout potentiel. Je te rejoins. Bah, tu vois, théoriquement, en fait, c'est un peu le même profil que ils sont draftés un peu à la même place, 6e et 7e. Bon, pas la même année, mais c'est un peu le même profil que Wendell Carter Jr. Théoriquement, t'as envie de te dire, si ces mecs-là arrivent à utiliser leurs atouts à plein potentiel, c'est des top 30 NBA, c'est des pivots titulaires. Alors évidemment que théoriquement, ils remplissent pas toutes les cases. Du coup, ça les fait chuter peut-être de 50 places. Sauf qu'en fait, c'est des mecs qui jouent 30 minutes par match parce qu'ils ont trop d'atouts potentiels. Et ils ont très peu de compromis, notamment défensifs, en fait. Donc, Mais très bonne comparaison parce que dans la théorie, Wendell Carter Jr. est un peu une licorne défense, enfin une licorne pivot licorne, c'est-à-dire protection de panier, switch et 3 points. Et dans la pratique, il shoot à 23% à 3 points cette année. donc il n'est pas dans le top 100 cette année, mais ouais, OK, je note très bien. La QV du jour, on peut y passer la question habituelle. Donc on a du Anthony Davis, on a du Deni Avdija, on a du LaMelo Ball, du Desmond Bane et du Trae Young. Donc une QV assez dense, je trouve, pour toi cette aujourd'hui. Question traditionnelle avant qu'on en discute un par un en détail. Comment tu classes ces 5-là entre eux avant qu'on en parle un par un? Pour le coup, ces 5-là sont de très bon niveau. Je me suis régalé à faire les stats parce que vraiment, c'est vraiment une belle cuvée. Compliqué. J'ai un tiers 1 tout seul, j'ai un tiers 5 tout seul et les 3 du milieu qui sont vraiment très très poches. Moi, dans mon top 100, ils sont à 10 places d'écart seulement. Dans les 3. Donc premier, j'aurai Anthony Davis, deuxième, j'aurai Trae Young, troisième, Desmond Bane, quatrième, LaMelo Ball et cinquième, Deni Avdija. Ok. Bon, j'avais évidemment Davis en 1 aussi et Trae Young en 2. Sans doute un peu plus sûr que toi, on va en parler je pense. Bane aussi 3, mais un très beau 3. Et puis après, l'hésitation c'est un peu entre LaMelo Ball et Avdija, entre qu'est-ce qui a plus de valeur entre un gros joueur, gros volume mais pas efficace, et finalement un role-player plus sobre mais qui est aussi excellent en défense, excellent en efficacité, etc. Mais on va en discuter justement. Bah tiens, on peut attaquer par LaMelo Ball si tu veux bien, je te fais le topo, et puis on en discute. 32 minutes par match pour LaMelo Ball, 47 matchs. Je rappelle d'ailleurs qu'on évalue non pas les matchs absents, on s'en fiche, on évalue quand il est sur le terrain. Évidemment, on va pas pénaliser parce qu'il a manqué une moitié de saison, mais il passe la barre des 42 matchs minimum, la moitié de saison, donc on l'a pris, et donc maintenant il faut évaluer quand il était sur le terrain. Donc jeudi, 32 minutes par match, 47 matchs, 25 points par match, 7,5 assists de moyenne, 36% d'usage, un volume de responsabilité qui est assez énorme, mais une efficacité qui est à moins 7% relatif à la moyenne. Donc c'est vrai que sur un gros volume, c'est quand même une certaine inefficacité. Pour te lancer, on est sur un profil qui reste toujours aussi intéressant d'un point de vue potentiel, mais on a encore du mal à le voir passer le step supérieur en fait. C'est marrant parce qu'on était en train de parler de profil théorique juste avant avec les pivots. Bon là, on est complètement dans le profil théorique qui peut être et qui doit être exceptionnel. Moi, j'ai toujours été un énorme fan de LaMelo Ball, donc c'est parfois difficile d'être un peu plus objectif parce que ce profil de créateur ultime à énorme usage, capable de décanter autant de choses et d'être un créateur de chaos, c'est quand même en fait c'est méga rare. Évidemment qu'on a un joueur on va y revenir, mais on a un joueur qui a un scoring déficitaire, notamment à cause de l'efficacité et entre parenthèses son accès au cercle qui n'existe quasiment pas. Mais en fait, il arrive quand même à être méga haut chez moi. Et je comprends totalement le fait qu'il soit, pour certains, dont toi, en concurrence avec Deni Avdija juste derrière. Sauf que, pour moi, c'est pas un créateur d'attaque à fort volume qui est inefficace, comme il peut en exister plein, comme Jalen Green par exemple. Pour moi, c'est un créateur d'attaque, mais il est pas à gros volume. Il a un volume délirant. Si je prends quand on regarde un peu la charge qu'il doit porter offensivement, 37% d'usage, il est premier de NBA de la tête et des épaules. C'est anormal. Un tel pourcentage d'usage, c'est anormal. Donc évidemment on peut lui mettre une taxe Charlotte parce qu'il est pas beaucoup aidé ni par le coaching staff depuis des années, ni par les coéquipiers qui sont mis à côté de lui. Sauf que autant de charges pour un passing aussi exceptionnel, et c'est tout l'atout du profil, avoir un passeur comme ça sur une charge comme ça, c'est LaMelo Ball fait partie des meilleurs créateurs et passeurs de la NBA. C'est le côté positif qui le fait
qui le fait booster quoi. C'est marrant parce que tu dis c'est pas juste un gros volume inefficace, c'est un très gros volume, et tu dis ça dans le sens positif. Je te retourne un peu la question. Est-ce que finalement c'est pas pire d'être à moins 7%, moins 8% sur un énorme usage plutôt que juste sur un gros usage? Parce que grosso modo, plutôt que d'avoir 15 possessions par match où il y a un tir qui mène à rien, tu vas en avoir 20 ou 25 quoi. Tu vois, je modélise, je caricature, mais c'est un peu le problème aussi quoi. C'est qu'en fait tout est proportionnel, et de la même manière que pour moi un mec qui est pas efficace mais sur très peu de ballons, bon c'est dérangeant mais c'est pas catastrophique non plus. Alors que là t'as un côté où il va prendre énormément de ballons, mais finalement il va être aussi coûteux quoi. Donc tu vois, pour moi c'est presque l'inverse de ton raisonnement à toi. C'est un peu le malus d'inefficacité finalement est un peu décuplé, mais dans le négatif, pas dans le sens tiens il prend beaucoup de ballons, ça a de la valeur. Alors ça a de la valeur, on est d'accord, mais tout de même par ailleurs, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un peu un côté être inefficace sur plein de ballons, c'est encore pire que sur seulement pas mal de ballons. Alors, si on se parlait d'un scoreur, c'est pour ça que j'avais fait la comparaison facile avec Jalen Green. Évidemment que l'attaque, ça serait démultiplié et ce serait, il jouerait même plus, en fait. Sauf qu'en fait, tout l'intérêt de LaMelo Ball c'est sa création collective et son passing. On parle d'un joueur qui est à 39-40% d'assist percentage. C'est monumental. C'est monumental. Donc, tu vois, le fait de dire que, ok, il joue 4 ballons sur 10, il joue 37% d'usage, c'est monumental. Sauf que le fait est que parmi tous ces ballons, il y en a quasiment la moitié qui sont faits pour de la création collective. Donc en fait, ça réduit forcément le volume de ballons gâchés par son manque de scoring, parce que t'as toute l'attaque qui va être décantée comme ça. Alors évidemment, il a un assist par usage qui est de 1,05, qui c'est pas monumental pour un créateur collectif. Sauf qu'en fait, quand tu compares au fait que il a 37% d'usage, 1,05 en fait c'est pas si mal, c'est ça le truc. Et je trouve que depuis 2 ans il a affiné de plus en plus son jeu, il dribble moins sur place, il a de moins en moins de turnover, il joue de plus en plus de pick and roll, donc en fait il est en train d'affiner son jeu pour quelque chose de plus agréable et de plus intéressant, qui fait en sorte qu'il devient efficace collectivement sans être efficace au scoring. Donc en fait la taxe de l'usage me dérange un peu moins. Je suis d'accord que s'il n'y avait pas le passing, pour moi il serait peut-être pas forcément dans le top 100, mais de la même manière qu'à l'époque où on avait un très jeune Paulo Banchero qui était surtout score et pas passeur, tu vois, par exemple, et qui était ultra inefficace, pour moi il y avait trop de valeurs un peu négatives là-dedans, donc il n'était pas forcément dans le top 100 de manière assurée. Mais sauf que t'as raison, il n'y a pas que le scoring. Mais pour dire tout de même, tu vois, j'insiste parce qu'il y a quand même, certes, il fait beaucoup de passes, mais il y a aussi un usage de scoring qui est assez élevé. J'ai regardé en termes de nombre de tirs par 100 possessions, on est à combien? On est à 32,8 tirs par 100 possessions. Autant dire que, certes, il y a beaucoup de passes et il y a beaucoup de fois, il tient la balle, non pas pour shooter, mais il y a aussi des fois, il tient la balle et pour shooter. Et c'est littéralement le premier total de NBA quoi. Même Shai Gilgeous-Alexander en fait 30,6 tentatives de tir par 100 possessions. Donc voilà, il y a cet aspect-là, le scoring est malheureusement pas si intéressant que ça, tu l'as un peu dit, le drive est malheureusement un peu en dessous de la moyenne, ce qui est un peu la déception, parce qu'il est grand, c'est un grand meneur, donc tu pourrais te dire qu'il a les outils pour aller au panier un peu mieux et surtout pour finir autour du panier, alors qu'il est plutôt moyenne basse de NBA parmi les gros drivers. Et même le shoot, je sais pas ce que t'en penses, mais au final le shoot a du mal à venir quoi. Il y a un peu des flashs on va dire, mais plus que des flashs, mais il y a des 3 points un peu spectaculaires, step back à 3 points, etc. Il y a un régime de tir aussi qui accentue un peu dans le négatif, qui fait que le régime, que les pourcentages vont être un peu moins bons parce qu'il prend des tirs compliqués, d'accord. Mais on est sur en carrière 36%, là on est en 34% encore à 3 points. Même au niveau des longs tirs de points, c'est pas mal, mais on est à combien, pardon? On est à 38, tu vois, 38%, c'est cool, mais c'est pas non plus la folie. Donc en fait, le drive un peu décevant, le jump shot un peu décevant, mais par contre, laissons ça de côté. C'est vrai que le côté passing, pour moi, c'est un créateur de décalage assez fou, en fait. Et c'est clairement ça qui le fait rentrer, qui lui donne le plus de valeur, quoi. C'est l'aspect passing où, moi, à chaque fois, je parle un peu de génie avec lui parce que, au-delà même du passing en soi, avec grande taille, toucher de balle sur les passes, précision, lecture, il y a aussi, en fait, un aspect où c'est un dynamiteur de défense, un créateur de chaos, qui, je trouve, apporte plus de dynamisme que, tu vois, un passeur un peu plus stéréotypé, pick and roll, un peu plus classique, quoi, en fait. Le fait est que déjà il a l'atout de la taille qui fait que en termes de passing il devient quasiment indéfendable, et pourtant je pense que évidemment qu'il a un nombre de défauts incommensurables, mais le fait est que ses coéquipiers et comment on l'a entouré à Charlotte ne l'a jamais vraiment aidé à faire en sorte que ce passing puisse décanter sur autre chose. Tu vois, et le fait est que Mark Williams c'est un très bon pivot offensif sur notamment du jeu vertical. En NBA tu veux dire? Oui, mais il m'a jamais. Non, mais en fait, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, notamment quand il y avait eu le trade aux Lakers,
j'ai entendu beaucoup de médias français ou d'ailleurs dire que c'était génial parce que on avait enfin mis la main sur un tonton protecteur de cercle. Non, pas du tout. Ouais, Mark Williams, c'est d'abord un pivot offensif, sauf que c'est d'abord un pivot offensif qui m'a jamais non plus impressionné par sa prise d'écran et sa capacité à finir au cercle. Donc en fait, ça faisait en sorte que quand tu regardais les meilleures saisons de la Melo Ball en termes de passing, c'est quand il jouait trois quarts de ses pick and roll avec Miles Bridges finalement, qui est un poseur d'écran et une menace au lob largement supérieure à toute sorte de pivot. Donc peut-être le fait que de jouer avec Moussa Diabaté ou Ryan Kalbrenner qui vient d'arriver de NCAA peut aider là-dessus. Mais non, pour moi, l'énorme problème de la Melo Ball, et tu l'as dit, c'est le scoring au cercle. Parce que à partir du moment où il sera capable de s'ouvrir des lignes de drive, t'auras des passes qui deviendront d'autant plus positives. T'auras des tirs qui deviendront positifs parce qu'aujourd'hui, ces tirs à 3 points sont exclusivement, quasiment non assistés et qui sont des pull-ups. Donc à partir de là, en fait, aujourd'hui, là, j'ai regardé, il est assisté sur seulement 22% de ses tirs, la Melo Ball. Ouais. Alors, oui, t'es un porteur de balle, mais faudrait voir à accentuer un tout petit peu plus le jeu collectif si c'était possible. Aujourd'hui, il a une prédominance qui est peut-être sûrement trop grande. J'ai regardé un peu c'est dommage parce qu'en fait, c'est ultra frustrant comme profil parce que quand tu regardes son scoring au cercle, il drive 15 fois par match. 15 fois par match, tu t'arrives quand même sur de l'élite NBA parce que évidemment qu'il a le handle et la taille qui fait que il est quasiment impossible à gêner dans sa prise de drive. Sauf qu'en fait, j'ai regardé, il y a 9 joueurs en NBA qui font plus de 15 drives par match. Sauf que si tu regardes la réussite de leur tir en fin de drive, il est avant-dernier sur 15 joueurs. Et le dernier, on va en parler, c'est Trae Young. Donc bon, qui fait quand même quasiment 20 cm de moins. Donc en fait, à un moment donné, c'est problématique pour la Melo Ball de ne pas développer ce côté-là. Et j'en parlais sur un podcast avec Baptiste il y a 2 ans, et ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Donc peut-être qu'avec des porteurs de balles comme Colin Sexton, le développement de Brandon Miller, ça va peut-être s'accentuer. Le fait est que son jeu off-ball va peut-être pouvoir s'accentuer, mais aujourd'hui, son jeu off-ball et son jeu de drive n'existent pas. Et c'est problématique. Malgré tout, tu vois, moi, aussi le pouvoir du passing, je trouve, c'est que, et du profil créateur de décalage, hein, c'est que je pense que le contexte des Hornets, c'est peut-être le pire de NBA, ou pas loin, quoi. Il y a peut-être les Nets, mais les Nets, ils ont même pas des joueurs NBA, quoi, je veux dire, dans le roster. En 2025, en tout cas. mais malgré tout, tu regardes un peu les on-off et surtout notamment les on-courtes. Ben en fait, quand lui est sur le terrain, l'attaque a un rythme de 114 points par 100 possessions, ce qui est à peu près au niveau moyen de NBA. Et en fait, tu te dis, ouais, quand il est sur le terrain, alors qu'il y a 3 bouts de bois à côté, je te dis pas que ça va être la meilleure attaque de NBA, hein, mais on a au moins une production collective qui est au niveau de la moyenne. La moyenne est autour des 114-115. Donc c'est aussi là-dessus où tu vois, tu te dis, tu regardes le on-off, le différentiel avec Essan, tu te dis, oui, mais le on-off est grand parce qu'il n'y a pas de backup. D'accord, mais même au-delà de la différence avec Essan, sur la performance du mec quand il est sur le terrain et surtout de l'équipe quand le mec est sur le terrain, bah, je trouve que c'est le fait qu'on ait une attaque moyenne quand lui est sur le terrain. Tu regardes aussi comment ça passe, hein, il va un peu booster la fréquence à 3 points, l'efficacité aussi à 3 points, parce qu'il y a un côté driving kick notamment qui est intéressant pour générer des bons tirs à 3 points, etc. Donc ouais, mais vraiment pour moi le passing vient un peu sauver tout le profil. Et alors du coup, transition vers le classement si tu veux bien. Si on se projette dans le classement, quelle est un peu pour toi la fourchette haute et la fourchette basse? Le joueur où tu te dis non, pour moi il peut pas aller plus haut que celui-ci, et l'autre joueur de l'autre côté où tu te dis il peut pas aller plus bas que celui-ci. Pour moi, la fourchette haute se situerait au-dessus des créateurs un peu qui sont aujourd'hui primaires, secondaires, pas parfaits comme Tyler Herro et Jamal Murray. Ouais, okay. Où la fourchette basse se situerait parmi les. En fait, j'ai pas envie de descendre jusqu'aux créateurs inefficaces comme Kobe White ou Andrew Nembhard. Donc je pense que la fourchette basse se situerait au niveau des deuxièmes options un peu de très bonne facture comme Paul George, Scottie Barnes. Oui, je suis d'accord que la comparaison est intéressante avec Paul George et Scottie Barnes. Scottie Barnes aussi, tu vois, il y a une énorme inefficacité et il se sauve un peu avec du passing et de la défense, je trouve, en termes de valeur. Donc ça me va. Et presque, est-ce qu'on pourrait pas le coller à ce groupe Paul George, Scottie Barnes et remonter un peu ce groupe-là? Tu vois, après, de combien, je ne sais pas, mais ça pourrait être intéressant, non, de faire un peu comme ça. Bah pour le coup, là, tu parles au plus gros fan de Paul George sur cette terre, donc je ne pourrais que dire oui. Mais moi, j'aurais tendance à attacher ce groupe de créateurs inefficaces de Paul George, Scottie Barnes et la Melo Ball au groupe de créateurs qui est juste au-dessus de Tyler Herro, Jamal Murray.
Non, j'irai pas jusque-là, monsieur. J'irai quand même pas jusque-là. Après, c'est que Ça me 4 fait, places ça me au-dessus. paraît un peu loin. C'est vrai que ça fait que 4 places au-dessus, mais je sais pas. Je t'avoue que je sais pas quoi faire. Mais en tout cas, le point de comparaison est intéressant entre Paul George, Scotty Barnes et LaMelo Ball. Je suis d'accord. Et après, déjà, si tu veux, je te fais plaisir, on le fait passer au-dessus de Josh Hart. Ça t'intéresse déjà, ça, si on fait ça? Tout à fait. Mais c'est pareil, en fait, je le passerai assez facilement devant Aaron Gordon et Kristaps Porzingis parce que c'est des joueurs qui ont trop besoin du système pour performer. Après, l'attaque défensive de Miles Turner, Anunoby et Allen, je peux comprendre de garder la saison 24-25 de LaMelo Ball derrière. Mais peut-être entre Jarrett Allen et Aaron Gordon, du coup. Très bien, faisons comme ça alors. Faisons comme ça. D'abord Paul George, puis LaMelo Ball, puis Scotty Barnes, un truc comme ça. Enfin, c'est à peu près le même groupe, on s'en fiche. Et on les fait passer devant Jarrett Allen, Aaron Gordon, Porzingis et Josh Hart. Est-ce que ça te va? Ouais. Comme ça, on est à 2-3 places de Jamal Murray, à Tyler Hero. C'est vrai que c'est pas mal comme ça. Ça me plaît pas mal, très bien. Eh bien, faisons comme ça. Et donc, petit quiz pour terminer. Est-ce que tu te souviens qu'il y avait des petits quiz? Qui est sur le terrain? On essaie de se remémorer les actions marquantes de la saison aujourd'hui. LaMelo Ball, nous sommes le 1er novembre 2024. C'est un step back à 3 points ultra spectaculaire contre le champion en titre, les Boston Celtics. Flo, qui est sur le terrain au moment de cette action marquante de la saison? Et bah, si à LaMelo Ball, je vais partir avec On est en novembre, hein, tu as dit. 1er novembre, ouais, tout début de saison. On est en novembre. Donc je vais partir avec Josh Green à côté de lui. Josh Green, oui, il est là, oui. Il est là, super. Je vais dire également Mark Williams au poste 5. Non, pas Mark Williams, l'autre. Nick Richards, du coup. Exactement. Nick Richards. Je pense que Brandon Miller était encore en forme. Oui, mais pas sur le terrain à ce moment-ci, précisément. Yes. Est-ce que ce serait pas Grant Williams? Exactement, le meilleur pote de Luka Doncic, Grant Williams. Tout à fait. Je me demande, est-ce que Miles Bridges avait déjà fini ses affaires judiciaires? Alors, c'est pas lui qui est sur le terrain, c'est le pote de Mason Plumlee à la fac. Le pote de Mason Plumlee à la fac? Il était à Duke avec Mason Plumlee, R. Kelly aussi. L'équipe de Duke de vétérans. C'est pas c'est Seth Curry? Exactement, Seth Curry, tout à fait. Et côté Boston alors? Côté Boston, on va on va partir sur un Jrue Holiday et Derrick White. Derrick White, oui, pas Jrue Holiday. Pas Jrue Holiday, ça doit être Peyton Pritchard. Exactement, Peyton Pritchard. On va Brown et Tatum. Brown, oui, Tatum, non. Il y a quelqu'un qui est de glace. Qui est de glace? Ouais. Quoi? Ah, un cornet. Un cornet de glace. Exactement. Luke Cornett, Peyton Pritchard, Derrick White, Jalen Brown. Et il reste un dernier. Je vais dire alors Ford. Non, c'est un oncle. Donc un oncle américain. Ah, j'allais dire Sam Hauser, mais... Bah oui, Uncle Sam. Uncle Sam, l'américain. Et donc passons à notre deuxième joueur du jour. Tiens, allons sur Desmond Bane si tu veux bien. Autre cas ultra intéressant, Desmond Bane, 32 minutes par match, 69 matchs pour Bane, le nouveau joueur du Magic, mais à l'époque il était à Memphis. On est sur également 19 points, 5 assists de moyenne, 23% d'usage, donc un bon usage mais pas non plus des tonnes pour le coup. Donc il est aussi beaucoup off-ball par rapport à Ja Morant et Jackson évidemment. 104 de true shooting donc plus 4% d'efficacité relative à la moyenne, plutôt très bien. Et pour te lancer, on est vraiment sur une saison où il m'a semblé quand même passer un certain step en termes de création offensive. En termes de création offensive, je sais pas, parce qu'en fait j'aurais plus envie de dire que c'est la saison dernière où il avait été un peu en deçà de sa progression qu'il faisait depuis quelques années, parce que je trouve que vraiment il est en train de s'asseoir à la table des très grands en NBA, et peut-être que chaque année il y a certains Michael Jordan tout ça mais chaque année il y a un peu des classements de qui est le joueur le plus sous-coté de la ligue, etc. Je pense que Desmond Bane il commence à être criminellement sous-estimé par le grand public, et on l'a vu au moment du trade à Orlando où la contrepartie était sortie, où moi j'étais plutôt du fait de dire que Orlando était gagnant, quand 99% de la planète basket criait au scandale parce que Desmond Bane n'était que un shooter à 3 points. Alors ça tombe bien qu'on puisse en parler aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un joueur offensif aujourd'hui plus que complet, qui apporte un trio shoot, drive, création, qui en fait aujourd'hui un élément assez monumental dans l'attaque en perte totale d'Orlando, quoi.
Bah, c'est vrai qu'on prend un peu, on met entre parenthèses la saison 2024 l'an dernier, où il a un énorme usage, mais pour le coup, c'est parce que aussi Memphis ça tank, hein. On n'a pas de Ja Morant, l'équipe fait un tanking, bon tanking des familles, donc c'est un peu particulier, mais si on reprend un peu son fil normal de carrière, le volume a pas tant bougé que ça, mais moi je trouve qu'en termes de création, pour le coup, tu vois, en 2024, il a un peu plein de ballons, il avait un peu développé le passing. Je trouve que cette année, il a un peu développé le drive plus que d'habitude. Et c'est une évolution qui est assez notable parce que toi, tu l'avais sans doute peut-être scouté à l'époque en 2020 à la draft. Il y avait un peu ce côté, voilà, s'il c'est le 30e pick, c'est parce que c'est un shooter qui est génial, mais un prospect un peu plus vieux et c'est un peu, entre guillemets, que du shoot ou principalement du shoot sorti d'écran. Et en fait, en 4-5 ans, il a développé un drive. Et cette année, en plus dans l'attaque, la fameuse attaque sans écran des Grizzlies de 2025, qui feu l'attaque des Grizzlies sans écran maintenant, elle n'existera plus, mais beaucoup d'isolation, et lui était là-dedans, quoi. Et un mec qui de base donc était juste un shooter en sortie d'écran d'élite, mais qui aujourd'hui peut attaquer le panier sans écran, justement, donc sans un mec pour un écran pour créer un premier décalage de base. En fait, c'est quand même une évolution, je trouve, assez géniale. Donc après, c'est pas non plus, voilà, il est pas non plus, il s'est pas propulsé genre top 10 gros driver de NBA, on est d'accord. Mais il y a un côté déjà premier pas, explosivité au démarrage qui est hyper intéressant, cette capacité d'attaquer en 1 contre 1, mais en plus du reste, quoi. C'est-à-dire le passing qu'il avait déjà un peu commencé à développer, en plus du pull-up qui a toujours été là. Et en fait, ça fait un package offensif qui est ultra intéressant parce que il y a encore peut-être un peu cette image de shooter en sortie d'écran, mais qui est encore là. Mais en fait, c'est un espèce de combo aujourd'hui entre on et off ball, quoi. Et tu vois, d'ailleurs, on le voit bien. Il démarre sa carrière autour des 82-70% de paniers assistés ses premières saisons. Donc voilà, vraiment, plus de 80% de paniers assistés ou 70%, énormément assistés. Aujourd'hui, on est à 50, en fait. 50% de paniers assistés, entre guillemets, à peine. Donc on est vraiment sur une très belle équilibre. Un peu comme alors, pas au même niveau, mais tu vois, un peu comme un Devin Booker, un peu comme un Jamal Murray, je peux être utile on-ball, mais aussi off-ball. Donc en fait, ouais, je trouve que c'est génial. Il y aura peut-être jamais manipulation de défense de haut niveau, drive, top 5 de NBA. Mais en fait, je pense que c'est le mec que tu peux littéralement catapulter n'importe où, vu le shoot d'élite et vu la création handball, et il peut jouer 35 minutes de jeu par match dans, je pense, littéralement n'importe quelle équipe de NBA. OKC, le système d'OKC, la motion offense des Warriors, tu le mets aux Lakers à côté de Doncic, tu le mets à Boston. En fait, n'importe où, je pense que ce mec peut te faire de la création à bon volume, plus le jeu off-ball et 35 minutes de jeu par match, quoi. Bah pour le coup, côté scouting, moi je l'avais pas beaucoup scouté parce que j'en étais tout simplement pas fan. Un petit shooter, en plus il joue à TCU, donc c'est pas les matchs les plus médiatisés, mais petit shooter de 23 ans avec des bras de T-Rex, pas élite défensivement, c'est ça. qui a pas un passing incroyable et qui fait que shooter. Bon bah du coup pour moi ça existe pas en NBA. Sauf qu'en fait c'est peut-être le changement de paradigme, un des changements de paradigme les plus violents que j'ai pu voir sur une progression d'un joueur NBA, quoi. Parce qu'en fait, tu te retrouves aujourd'hui avec une qualité de shoot qui n'a pas bougé, sauf qu'en fait, aujourd'hui, t'as tellement un joueur de drive qui est en train de devenir quasiment exceptionnel, que tous les espaces s'ouvrent autour de lui. Du coup, son shoot en devient que meilleur. Son passing commence à se développer, parce qu'une fois que t'as plus d'espace, et les shoots sont tout simplement plus facile, on va dire. Et dans une motion offense comme celle de l'an dernier des Grizzlies où il y avait pas de pick and roll, en fait, tu te retrouves avec un joueur qui est capable de jouer des isolations et de prendre des décisions hyper rapidement, à la manière d'un porteur de balle primaire, qui fait que aujourd'hui, en fait, c'est ce que je disais. Tu prends Desmond Bane, le shooter, 39% à 3 points, 1.21 points par tir, c'est exceptionnel. C'est une efficacité qui est top niveau NBA. Tu rajoutes 55% de réussite au cercle. Bon en fait, le mec efficace dans les 2 zones les plus importantes du terrain en termes de jeu, c'est méga intéressant. En termes de drive, j'ai regardé, il y a 50 joueurs en NBA qui font plus de 10 drives par match. Sur ces 50 joueurs là, il est 17e joueur le plus efficace. Alors que dans son équipe, il a tout n'est pas orienté pick and roll pour qu'il ait de la place. Il y a Zach Edey qui est dans la raquette, Jaren Jackson qui essaie de l'aider, etc. Donc c'est pas non plus élite là-dessus. Et en termes de création, 24% d'usage, il est 90e centile. Bon top. Il a un assist par usage de quasi 1. Pour un joueur qui savait pas passer à la draft il y a 4 ans de ça, c'est quand même exceptionnel, quoi. Donc franchement, moi je trouve que c'est un profil aujourd'hui qui est hyper intéressant. Et j'ai un peu regardé parce que je me disais mais comment ça se fait que ce joueur-là arrive à être aussi efficace
Eh ben, il met ses paniers. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a un site qui s'appelle Crafted NBA, je sais pas si tu vois lequel c'est, Ouais, qui est ouais. un des nouveaux sites qui met plein de stats en avant, etc. Et ils ont une stat qui s'appelle le shooting quality. Et en gros, ils indexent l'importance de chaque tir. Donc le tir à 3 points est important, le tir près du cercle est important, les lancers francs sont importants, etc. Ça leur donne le shooting quality. Et ça, en termes de volume qu'il prend dans ces tirs-là, il est 98e centile de l'NBA. C'est-à-dire que c'est un des mecs les plus analytics de toute la NBA. Et dans ces analytics, il les met. Bon, bah, aujourd'hui, t'as un scoreur quand même top niveau, quoi. Oui, alors même si pour le drive, effectivement, il est 17e sur les tirs pris en fin de drive, cela dit, quand tu rajoutes un peu la production lancé franc, ou pas d'ailleurs, justement, Oui. il tombe entre guillemets 27e et 27 sur 50, mais c'est peut-être la différence, tu vois, avec peut-être des, je sais pas moi, des SGA, des Lillard ou des mecs un peu de calibre supérieur, de type All-NBA, First Team, Second Team, c'est que ils ont peut-être aussi cette capacité de provoquer des lancers francs que n'a pas encore Desmond Bane, parce que c'est peut-être ça le truc, c'est qu'en fait, on sait pas où il va s'arrêter, en fait, Bane pour le coup. Mais non, mais je suis d'accord, le package est hyper intéressant et même j'ai très hâte de voir à quel point il peut apporter un peu de variété et de créativité tactique du côté d'Orlando en attaque, parce que je pense que l'attaque est pas si mal que ça. Pour moi, le spacing est pire que la créativité de Jamal Mosley. C'est pas comme si c'était une attaque totalement nulle. Je sais qu'on lui tape un peu dessus, mais j'ai quand même hâte de voir avec une pièce comme ça qui peut être porteur de balle, poseur d'écran, pick and roll, pick and dans l'inversé, sortie d'écran. Enfin, tu peux le combiner n'importe comment. Et ça aussi, pour moi, ça rajoute aussi de la valeur, quoi. Donc, ok. Et puis la défense, c'est vrai que je trouve que la défense, tu parles un peu à la fac, il était nul en défense, il a des barres de T-Rex. Je trouve qu'on est quand même aujourd'hui sur un défenseur correct, même plus que correct en NBA, quoi. Il y a quand même les petits bras, ça c'est un peu dommage. Et ça va pas du coup être ni un protecteur de panier, ni un playmaker défensif, etc. Mais c'est quand même un mec qui, en termes de défense on ball, est plutôt bon, je trouve, en tout cas par moment. Donc c'est pas du tout un mec handicapant. En tout cas, c'est un peu l'idée. Et donc classement, après toutes ces jolis compliments, où est-ce que tu imagines le Desmond? Je reprends. Excuse-moi, je reprends ton point. Là, pour le coup, Desmond Bane, pour reprendre un peu les classements de tout à l'heure, sur sa saison 2024-2025, j'aurais tendance à l'imaginer au-dessus, par exemple, de son coéquipier Ja Morant. Parce que tout ce qu'on a décrit, en fait, Ja Morant sur une année assez difficile me fait dire que il se classerait un peu au-dessus. Et par contre, je n'irai certainement pas au-dessus des jusqu'au tiers des créateurs comme Cade et James Harden, quoi. Ah d'accord, donc c'était ton point bas, Ja Morant, c'est ça? Ce serait mon point médian. Ouais. Ce serait mon point médian. Mon point bas aurait été les créateurs d'attaque pas tellement intéressants sur tout point, comme Banchero, Randle ou Butler, quoi. Je voulais un peu faire une hot take, mais je vois que tu me coupes l'herbe sous le pied du coup. Moi, effectivement, j'étais en train de me dire, je pense que j'irais même carrément au-dessus de Jimmy Butler, parce que alors Butler en soi est un meilleur joueur, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Mais on n'évalue pas la théorie, on évalue la saison. Butler, il y a un petit volume et qu'une demi-saison en plus. Donc, mais bref, je pense que sur la saison 2025, Desmond Bane a été meilleur. Donc en fait, moi, ma take, c'était presque de dire, presque le coller à Ja Morant, quoi. Mais je vois que tu étais encore plus chaud que moi, pour le coup. Je t'avoue que pour moi, Ja Morant, il est un peu moins efficace, mais je pense qu'il y a un impact collectif qui est quand même plus grand en termes de création de décalage. Le passing est quand même 8 étages au-dessus, mine de rien. Donc j'avoue que moi, c'est un peu le point d'être pas dépassé à l'inverse. Mais du coup, on peut les coller à peu près, quoi, pour le coup. En fait, juste si on coupe la poire en deux. Bah tu vois, mon point, comme je disais, mon point médian est sur Ja Morant, donc le mettre juste en dessous de Ja Morant, pour moi c'est pas quelque chose qui me, tu vois, moi dans mon classement perso, il est collé pile entre Ja Morant et Paolo Banchero, donc on est raccord. Sachant qu'on a dit que peut-être Evan Mobley qui est un peu au-dessus, Chet Holmgren qui est aussi par là, peut-être eux pourraient remonter si j'active ma coquetterie pour les défenseurs intérieurs. Mais ok. Non mais je pense que ça se tient de mettre un peu Desmond Bane par là. Je pense que par rapport à Butler, Banchero, il fait une meilleure saison. J'irais quand même pas gratter des Ja Morant ou Franz Wagner qui ont plus de volume, plus de création collective, etc. Wagner en plus il y a vraiment une top défense, hein, mais ouais, ok, très bien, ça me va, mettons-le là. Et donc petit quiz pour terminer, nous sommes le 17 janvier 2025, un dunk mémorable, tout le monde s'en souvient puisqu'il fait une interception et il part scorer tout seul un dunk en transition contre les San Antonio Spurs, mais qui est sur le terrain au moment de cette action marquante? De toute façon, pour que Desmond Bane mette un dunk mémorable, il faut que ce soit un contre zéro. Sinon, il a des trop petits bras. Moi, je vais dire, écoute, on va partir. C'est en janvier, donc je vais dire Ja Morant et Jalen Wells à côté de lui.
Alors, Ja n'est pas sur le terrain, mais Wells, oui. Si c'est pas Morant, c'est peut-être Pippen Jr. Non. Ah, pas encore. Est-ce que Marcus Smart jouait? Non plus. Eh ben super. Bon bah ça veut dire que c'est Desmond Bane le porteur de balle, donc je vais dire peut-être Luke Kennard pour apporter un peu de tir. Non, pas Luke Kennard, c'est un ailier qui avait enfin commencé un peu à exploser. Laravia. Du coup, Memphis, exactement. Jack Laravia, oui, tout à fait. Et ensuite les deux intérieurs. Les deux intérieurs, je vais dire Jaren Jackson pour sûr. Ouais. Et à côté, Zach Edey ou Santi Aldama. On a Jaren Jackson et ni Edey ni Aldama. Yes. C'est un mec à flotteur. C'est Brandon Clark. Exactement, Brandon Clark. Et côté Spurs alors, puisque je ne te l'ai pas dit, mais en fait c'est du garbage time. Ah yes. En fait les Spurs ont abandonné, défaite de 20 points, et donc qui est sur le terrain côté Spurs? Stephen Castle. Non, c'est trop fort Stephen Castle, même lui est sur le banc. C'est un bébé. Trey Jones. Non plus. Ah bah, dis donc. Voilà, ça veut dire que ça va être très très sombre. Alors le meilleur ami de Harry Potter, comment il s'appelle? Blake Wesley. Exactement, Blake Wesley, tout à fait. Ça va être très sombre alors. Blake Wesley, je vais rester dans le sombre avec Malachi Branham. Exactement, ils vont ensemble. Super, on va rester dans le sombre toujours avec Champagny. Champagny, pas sur le terrain, non. C'est-à-dire que c'est plus sombre que Champagny. Sidi Sissoko. Non, alors quand même pas à ce point. Il te manque deux intérieurs. Je vais dire Jérémy Soran ou... même trois intérieurs. Donc Soran, non. Soran, c'est titulaire. Mamou est sur le terrain, en effet, tout à fait. Et je vais dire Charles Bassey. Charles Bassey, oui. Et un troisième intérieur, Zach Collins. Exactement, le top 10 draft, Zach Collins qui est sur le terrain. Troisième joueur du jour, Deni Avdija, si tu veux bien, 30 minutes par match pour Deni Avdija, 72 matchs, 17 points et 4 assists de moyenne cette saison, 23% de usage, plus 5 d'efficacité relatif à la moyenne, c'est quand même très bien. Pour te lancer, on est un peu, je trouve, sur la confirmation de la saison 2024 à Washington, mais il le fait sur encore mieux, encore plus du côté des Blazers. Bah, plus que confirmation, pour moi, c'est une progression qui continue à être assez... même très 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 intéressante parce que on l'a vu progresser sur les 2 dernières années à Washington, sauf que il se retrouve dans une équipe plus compétitive dans lequel où théoriquement il devrait avoir moins la balle, mais en fait il se retrouve à avoir plus d'usage, à être plus efficace, à avoir plus de création, et du coup bah tu te retrouves avec un joueur de 6'9", donc vraiment un beau profil qui pendant les 2 premières années à Washington était vraiment catégorisé comme défenseur on-ball élite. Donc évidemment qu'il est moins, il se la donne moins en défense comme on pourrait dire que ces jeunes années. Sauf qu'on se retrouve avec un bon défenseur capable de porter la balle. Il se retrouve à être efficace au tir, donc bah tout bénef. Et un joueur qui grâce à sa taille jouit d'une polyvalence sur le terrain fonctionnelle qui est assez voire très 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 intéressante. Donc je sais pas si il va continuer à trouver de l'usage de plus en plus au fur et à mesure des années, sauf que tu te retrouves déjà avec un joueur qui dans sa 5e année NBA est méga intéressant en fait. Oui, et la stat un peu marquante qu'on est obligé de dire à chaque fois, c'est que c'est le meilleur driver de NBA. En tout cas, sur les gros drivers de plus de 10 par match, c'est celui qui a la plus grande efficacité. Après, voilà, il est aussi, c'est pas un volume qui est comparable à HDA, à Doncic, etc. Et puis c'est même pas des drives de même nature, c'est aussi des drives un peu plus de finition. Il y a déjà un décalage, ça bascule vers Avdija, il attaque le décalage. Il y a aussi un peu de la contre-attaque là-dedans, où il drive lui-même au panier en contre-attaque. Mais voilà, c'est un peu la stat marquante, c'est qu'au-delà du fun fact, bah tiens, il est premier de NBA. C'est aussi qu'il y a un aspect, je trouve, où c'est un mec qui est grand, tu l'as dit, mais il est aussi explosif en fait. Il est vraiment explosif, plus également, pourquoi est-ce qu'il est aussi efficace, en tout cas productif, pardon, au niveau des drives? Parce que il est élite de chez élite au niveau de la provocation de faute. Donc il y a le toucher à la fin, il y a la taille, il y a le premier pas, et en plus il a 19% de shooting foul percentage, les fautes provoquées pendant une tentative de tir, donc en gros une fois sur 5 qui tente un tir, il y a une faute qui est provoquée. Pour dire, il est donc 19, c'est tout en haut de l'échelle. Voilà, tout en haut de l'échelle, l'échelle va à peu près de 4-5 à autour des 20, 22, 23 parfois, pour un peu aux anomalies à la Butler ou à la Harden.
mais on est sur un mec élite, et c'est marrant parce que l'an passé, on s'était dit, ah tiens, il est à 16%. C'était déjà un truc qui sortait un peu de nulle part, alors qu'avant, il était 6%, 8%, 12%. On s'était dit en 2024, ah tiens, c'est notable. Mais est-ce que c'est un peu une saison, entre guillemets, surchauffe, mais ça va pas durer? En fait, non seulement ça dure, mais ça se confirme. Donc, en fait, on a un mec qui en drive est hyper intéressant. Le shoot extérieur se confirme aussi. C'est-à-dire qu'on a une deuxième saison plutôt pas mal au niveau du tir à 3 points. Donc ça, c'est cool. Et bon, il n'y a pas non plus des tonnes de pull-up à 2 points, tu vois. Il en fait 27 sur toute l'année, des pull-up à 2 points. Donc c'est pas un jump shot de pull-up en sortie de dribble. Mais tu vois, un peu ce combo de slashing agressif au panier, pas que de création, mais un peu aussi de finition, plus le 3 points catch and shoot potable, plus aussi, je sais pas ce que t'en penses, c'est que il peut créer un peu, balle en main, en termes de passing. J'avoue que bon, il peut le faire occasionnellement, mais je pense que c'est aussi et surtout un connecteur en fait, et que la prise de décision, elle peut être parfois un peu hors de contrôle, mais c'est aussi un peu l'inconvénient de sa force, c'est-à-dire que c'est un mec qui est dynamique, un mec qui est hyper dynamique. Donc parfois, tu vois, il y a un très haut taux de turnover, et parfois il y a un peu ce côté, voilà, il fait le liant dans une attaque, il drive très fort, il ressort de l'autre côté. Bon, parfois c'est le mauvais choix. Il y a un peu ce compromis, mais c'est pas très grave. J'ai envie de dire, parce que moi, j'ai pas envie d'en faire un créateur principal. Tiens, fait des pick and roll, fait driving kick. Non, c'est un peu le mec qui va apporter du lien à l'attaque de par son dynamisme. Donc ouais, au final, ça fait un profil qui est pas très axé création pure, on va dire, mais qui en fait dans son rôle est assez génial, quoi. Bah, dans son rôle, il est génial, et dans son rôle restreint, il devient un créateur secondaire potentiel qui est quand même méga intéressant, parce qu'en fait, moi, quand je l'avais drafté à la draft, non, je n'ai pas cette puissance encore. Quand je l'avais scouté à la draft en 2020, il est choisi 9e par les Wizards parce qu'il a ce profil de grand meneur de jeu en sortie de Tel Aviv, du coup, où il tournait en 14 points, 3 passes et demi, quoi, en Euroleague, à 18 ans. Donc en fait, c'était méga intéressant. Et c'était un peu un côté qu'on avait perdu, mais qui était un peu attendu, parce que évidemment que, à part exception, Luka Doncic ou autre, tu ne retrouves pas un tel volume de ballons entre le passage de l'Euroleague à la NBA, surtout à Washington. Mais aujourd'hui, tu commences à retrouver ce profil-là, où tu commences à avoir un joueur de drive qu'on commence vraiment à connaître. Tu l'as dit, ouais. Mais en fait, ce profil de porteur de balle, on commence à le retrouver, mais à une efficacité assez délirante, quoi. 1.22 points par tir. Évidemment que c'est drivé par un, c'est drive, et 2, c'est lancer franc, mais c'est quand même méga intéressant. Et ce profil de porteur de balle, 24% d'usage, il est à 20% d'assist. Évidemment que c'est pas fou, mais c'est quand même très intéressant pour ce profil. 0.82 de ratio de playmaking. Bah, en fait, tu te retrouves avec un profil qui, tout en étant scoreur, arrive à développer un passing pour que ce soit de plus en plus fonctionnel et de plus en plus intéressant. Et en fait, tout à l'heure, tu disais que ce profil de porteur de balle, alors il fallait le contrebalancer parce que c'est quelqu'un qui allait profiter des décalages, etc. Je suis pas vraiment d'accord, parce qu'en fait, il continue à développer ce profil de porteur de balle primaire, finalement, où évidemment qu'il sera jamais aussi parfait que des Doncic ou des Morant, etc. Mais l'an dernier, il était à 2,3 pics par match, il monte à 3,6 pick and roll par match en tant que ball handler. Tu commences à toucher du porteur de balle costaud quand même. Alors évidemment que c'est pas le plus efficace, ça sera jamais un scoreur implacable. Il a pas cette prise de distance, il a pas un handle qui lui permet de prendre de la distance sur des tirs à mi-distance, etc. Sauf que en fait, il a une telle taille, il a une telle provocation de faute, il a un tel début de passing qui lui permet de sanctionner chaque décalage, parce qu'il est grand, quoi. À un moment donné, le mec fait 6'9", 6'10". Donc évidemment que chaque décalage, il va aller voir plus vite que tout le monde. Bah du coup, ça te fait un joueur qui, au minimum, c'est un connecteur plus. Bah franchement, qui pourrait flirter avec la création, tu veux dire, en termes de passing. Pour l'instant, il est génial connecteur, un peu créateur occasionnel, mais pourquoi pas imaginer si on recheck d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas développer un peu cet aspect-là. Mais je suis d'accord. Et puis défense, tu vois, tu parles un peu tout à l'heure du côté défense on ball. Je pense que c'est encore là que réside sa valeur principale en défense, parce que c'est pas tant un mec, tu vois, on parle beaucoup de la taille depuis le début, mais c'est pas un mec qui m'impressionne en termes de protection de panier, le dépassement de fonction sur la protection de panier, les lignes de passe. Par contre, c'est un mec qui est hyper grand, hyper polyvalent sur la défense on-ball, je trouve, avec mobilité sur des plus petits, mais aussi switch avec sa taille, sa puissance. Et je pense que c'est pas pour rien que Portland fait aussi une bonne deuxième partie de saison. À mon avis, il fait aussi partie de ça, pour le coup. Donc j'aime beaucoup sa défense on-ball également, pour venir compléter un peu ce profil. Donc j'imagine dans le classement qu'on va être au-dessus de Josh Hart, à tes yeux. Ah oui. Ouais, mais c'est clair et net que moi j'avais un peu, tu vois, pour comparer à Josh Hart, en plus, j'aime beaucoup défensivement, je l'ai toujours adoré. Il a un combo taille, puissance, mobilité. Évidemment qu'il va jamais être élite, top 3 défenseur NBA. En fait, il est quand même méga intéressant. Donc, en fait, finalement, il a que peu de compromis.
Et par rapport à des profils comme Josh Hart dont tu mentionnais, je pense que pour moi, il est assez facilement devant ces personnes-là. Ouais. Et alors, où ça dans le classement? On a Josh Hart qui est un peu bas, mais jusqu'où tu veux aller alors? Pour moi, la fourchette haute le ferait aller jusqu'à OG Anunoby pour ce profil de défenseur très intéressant, créateur un peu secondaire qui se parvient à être efficace. Pour moi, ça va naviguer ici. Ça va naviguer entre OG Anunoby et peut-être Aaron Gordon. Je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord que Gordon était un peu le point bas pour moi. Je pense que le vrai Gordon, une vraie saison est génial. Je suis prêt à le mettre Avdia au-dessus sur la saison 2025 de Gordon, un peu blessé, etc. Et jusqu'à OG, ouais, je suis d'accord. Donc mettons-le, on peut le coller à OG, assez clairement, ça me va. Juste en dessous, je pense, parce que évidemment qu'il y a la taxe Portland qui fait qu'il a autant de ballons parce qu'il joue à Portland, alors que OG Anunoby joue dans une méga équipe de New York où il est assez limité. Donc. Ouais, puis je pense qu'OG a quand même beaucoup plus d'impact, rayonnement défensif, tu vois. Oui. Notamment un peu défense off-ball, les stunts, la polyvalence encore plus grande en termes de line-up, etc. Donc, ok. Après, tu me diras aussi, OG, finalement, c'est 80% de panier assisté, quoi. Là où Avdia est autour des 57 à peine, tu vois. Donc, quand même beaucoup plus créateur. Donc, je pense qu'une évaluation positive pourrait aller au-dessus de OG, Anunoby. Mais ok, ça me va. Mettons-le là, collé à OG un peu dessous. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 4 janvier, cette fois-ci, 4 janvier, un match contre les Milwaukee Bucks. Il va pénétrer dans la raquette, dunker de manière agressive par-dessus la rotation de... Ah ben non, personne, puisque c'est les Milwaukee Bucks, donc personne fait la rotation off-ball. Qui est sur le terrain, Flo, au moment de ce dunk de Deni Avdia? On va partir sur Scoot Anderson et Anthony Simons. Scoot Anderson, oui, mais pas Simons, non. Pas Simons, donc peut-être Shaedon Sharpe à sa place. Exactement, Shaedon Sharpe. Donc Deni Avdia, à côté de eux, je vais mettre DeAndre Ayton. Exactement. Le nouveau pivot top 5 NBA, maintenant qu'il est aux Lakers. Tout à fait. À qui on va attendre de la protection de cercle également. Et Toumani Camara à côté. Exactement. Toumani Camara, Deni Avdia, Shaedon Sharpe, Ayton et Scoot Anderson. Et alors de l'autre côté, du côté des Dins. Du côté des Dins, on va dire Giannis Antetokounmpo. Oui. Qui devait matcher les minutes au maximum avec Avdia, j'imagine. On va dire Brook Lopez. Pas sur le terrain, non, à ce moment-ci. Et je vais dire Bobby Portis. Bobby Portis, non, n'est pas sur le terrain, c'est Giannis qui est en poste 5. Sinon, ça allait partir en Jericho Sims. J'étais à deux doigts. Si c'est Giannis en poste 5, est-ce que... On est à quelle date, excuse-moi? Le 4 janvier. Je fais bien de demander. 4 janvier. Ouais, du coup, ça change tout, ouais. Est-ce que Chris Middleton? Exactement, c'est lui qui se fait friser sur le premier pas de Deni Avdia. Et je pense qu'il attend encore. Hein. Middleton, il n'a pas encore réagi. Mais il est devenu un peu un plot défensif, hein, malheureusement. À cause des problèmes de santé, ouais. Donc Middleton, Giannis. Si je t'ai dit une rotation au panier qui n'a pas été faite, à ton avis, je pense qui peut être sur le terrain? Taurean Prince qui l'a pas faite. Alors l'autre, pas Taurean Prince, l'autre. L'autre qui n'a pas fait la rotation. Exactement. Gary Trent. Exactement, Gary Trent, tout à fait. On a et David Lillard. Lillard est là. Et le cinquième, c'est quelqu'un qui avait un homonyme en NFL. Je sais pas si tu suis la NFL, un receveur des Cincinnati Bengals. Ce qui est bien en plus, c'est qu'à Milwaukee, ils ont pas du tout des noms communs comme Porter, Jackson. Presque. Du coup, je vais dire André Jackson. Non. AJ Green. Exactement, AJ Green. Je vois que t'as pas suivi les Bengals de Andy Dalton et AJ Green à l'époque. Et non. Par contre, ouais, c'est vrai que j'avais jamais remarqué la qualité des noms de famille complètement communs de Milwaukee, quoi. Ils ont des noms de tous les Américains. Exactement, très banal, un peu comme leur défense off-ball. Mais bref, avançons, passons à notre quatrième joueur du jour, Trae Young. Trae Young, donc 36 minutes par match, 76 matchs pour Trae Young, 24 points et quasiment 11 assists de moyenne, 30% d'usage, c'est énorme, 30% d'usage, on va en parler, mais seulement une efficacité qui est au niveau de la moyenne, moins 2%, 98, moins 2% relatif à la moyenne, mais grosso modo, on est au niveau moyen de NBA. Et pour te lancer, on est sur, j'ai envie de dire, encore une saison qui collectivement, en tout cas, a été encore décevante pour les Hawks. Et évidemment qu'elle a été frustrante parce que les résultats collectifs n'ont pas été si intéressants, mais du point de vue
individuel et collectif par rapport aux années prochaines, moi j'ai adoré la saison d'Atlanta. Je pense que c'est peut-être c'est peut-être l'équipe avec Indiana que j'ai le plus regardé jouer d'ailleurs, parce que je trouve que la construction autour de Trae Young est de plus en plus intéressante. Alors évidemment que Trae Young a ce profil de créateur héliocentrique qui n'est plus approuvé. Il a ce profil de créateur, de scoreur par le pull-up notamment, et une efficacité qui parvient, on va en reparler, mais qui parvient quand même à se maintenir au niveau de la moyenne pour ce type de profil. C'est quand même très intéressant. Ce qui m'a beaucoup plu dans sa saison à Trae Young, c'est que évidemment on a un profil héliocentrique avec une charge énorme, master de pick and roll, qui a besoin d'avoir énormément la balle, qui a besoin de tirer à 3 points sur du pull-up, etc. Sauf qu'en fait on a une création on a un usage qui est un peu plus faible que les années précédentes. Alors moi je prends la création je prends pas la même que toi. Moi j'ai 34.5 qui inclut le passing du coup, 34.5%. Oui. Donc encore plus gros, hein, l'usage de Cleaning the Glass, tu veux dire, qui est encore plus gros que celui de seulement de scoring de Basketball Reference. Oui. Mais effectivement, je crois que sur Cleaning the Glass, ça doit être top 3 NBA en termes de usage, passing et scoring. Ouais, mais bizarrement, c'est son plus petit total depuis sa saison rookie. Donc on voit que, alors que il a joué avec Dejounte Murray, on se souvient des promesses il y a 2 ans, etc. On voit que Trae Young, il est forcé à être utilisé un peu plus off-ball, non pas pour l'utiliser, mais pour diversifier l'attaque des Hawks avec l'arrivée d'Azen Daniels, avec la prise de pouvoir de Jalen Johnson. On a parlé de Okongwu et de son passing en début de podcast, etc. En termes de charge, il est toujours aussi important. Sauf que on va essayer de tirer un peu à la hausse son efficacité et son scoring par le fait d'utiliser d'autres porteurs de balles. Et ça, j'ai trouvé ça méga intéressant et ça apporte un peu plus de nuance et d'efficacité au profil de Trae Young. Ce qui fait que, malgré le fait qu'il soit toujours un peu frustrant individuellement et collectivement, je pense qu'on est en train de se diriger vers un Trae Young et vers la forme finale de Trae Young qui va être plus qu'intéressante l'année prochaine, dans 2 ans, etc. Là où je suis un peu déçu, moi, c'est au niveau du drive, notamment, où en fait, on connaît un peu les limitations du drive en termes de taille et de longueur de bras, forcément. Donc, il va toujours un peu relâcher le ballon très bas par rapport au niveau du panier. Il n'a pas le bonus d'envergure de bras ou de grande taille ou d'explosivité non plus verticale, je veux dire. Mais tu vois, sur les gros drivers, cette année, on est 43e sur 50 gros drivers de NBA. Donc, on est dernier tiers, on va dire, même plus que ça, plus que dernier tiers, mais on est dans les gros drivers. Il n'est pas hyper efficace, malheureusement. Et ça, je pense qu'il peut faire mieux malgré ses limitations, mais c'est que, à mon avis, ça reflète aussi le manque de spacing qu'on a eu cette saison, parce que du reste, on sait qu'il a un toucher de balle qui est excellent. On sait que niveau lancer franc, il y a pas de problème. C'est pas comme si t'es un petit qui savait pas provoquer de faute, quoi. Tu vois, on est quand même pas mal au niveau de l'indicateur des lancers francs, notamment le shooting foul percentage. Donc ça, c'est bien. C'est juste que parfois l'accès au panier est bloqué. Mais je pense qu'on peut pas trop parler de Trae Young sans évoquer un peu le cas collectif et on a bien développé dans les bilans, mais il y a un peu cet aspect où finalement Atlanta est un peu l'océan entre deux chaises, puisque il y a une construction d'équipe qui est un peu ambiguë, de mince. Trae Young a des compromis défensifs énormes, bâtissons une bonne défense autour. Mais donc tu le fais avec des profils défensifs qui, si tu veux qu'ils soient aussi bons en attaque, ça coûte très cher, donc t'as pas forcément tout le temps les moyens, et donc t'as aussi beaucoup de profils défensifs, et j'ai envie de dire que défensifs. Donc tu vois, Dyson Daniels, Jalen Johnson non plus, quand il a pas la balle, il a pas de shoot. On a parlé aussi de Capella, Okongwu, ou plein de mecs comme ça. Et au final, le spacing, c'était quoi? C'était par moment t'avais un Bogdanovic, par moment t'avais un petit shooter comme ça qui popait à droite à gauche, mais tu vois, le spacing est pas génial. Et je pense qu'il y aura toujours un peu ce débat, cette problématique, parce qu'à l'inverse, quand tu prends en 2022, ils sont sur une attaque qui est une équipe qui est complètement sur l'attaque avec Kevin Huerter, John Collins, etc. Et sauf qu'au final, la défense est beaucoup trop mauvaise pour être viable à un très très haut niveau. Donc c'est pour ça qu'ils ont opéré un peu la métamorphose. Mais je pense qu'il y aura un peu malheureusement un peu toujours cette ambiguïté, à moins d'arriver à trouver 5 profils ou 8 pour faire une rotation à 8 profils, mais tous payés 40 millions l'année parce qu'ils peuvent à la fois défendre et shooter. Mais c'est un peu le problème, quoi. Et là, on voit, pour moi, la saison de la création collective, elle est toujours d'aussi haut niveau. Alors pas niveau Doncic, mais je pense que c'est un mec qui peut générer plein de tirs ouverts pour ses coéquipiers de manière à très haut niveau et qualitativement également. Par contre, c'est vrai qu'il y a un peu une limite aussi au niveau du scoring. J'ai parlé du drive. Je pense que le jump shot aussi, on a compris aujourd'hui que ce serait jamais un shooter à 40%. C'est peut-être un 35, 36, 37, quoi. Un bon shooter, mais c'est pas un shooter à 40, 42, quoi. Donc au final, ça fait un profil qui est beaucoup de volume, efficacité cool au niveau de la moyenne, création collective, mais ce compromis de la défense, quoi. Tu vois, je serais un peu moins sévère que toi sur le scoring parce que
déjà sur le 3 points, comme tu viens de le dire, là, je pense que son niveau moyen est plus autour des 36-37%. Le jour où il prendra un peu moins de pull-up, où ce sera mieux amené, et le jour où il aura pas une saison en sous-chauffe à 34%, comme il a connu cette année, ce sera quand même un peu plus intéressant. Évidemment que ce qui m'embête, c'est qu'il va peu au cercle. 12% de ses tirs seulement sont pris au cercle. C'est absolument ridicule pour le tir qui est censé être le plus rentable du basket. Au bout d'un moment, Trae Young, tu es beaucoup trop loin du cercle. Mais est-ce que c'est pas également à impacter au fait que Jalen Johnson ne joue pas assez avec lui, parce que pour le coup, les séquences avec Jalen Johnson, Trae Young est beaucoup plus intéressant. Donc pour le coup, ça va continuer à s'améliorer au fur et à mesure. Ouais, puis tu vois, même l'absence d'un rollman de qualité cette année. À l'époque, on avait Capella ou John Collins qui plonge au panier avec une menace, ça libérait un peu les lignes de drive. Là, c'est pas le cas, quoi. Donc je te rejoins que aujourd'hui, on a beaucoup plus, quasiment le double de flotteurs que de tirs au panier. C'est un peu dommage parce que la rentabilité attendue, elle est pas la même, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte que son efficacité au scoring qui est de 80, enfin son true shooting plus qui est que de moins 2%, qui est de 98, qui est que de moins 2% par rapport à la moyenne, pour un joueur qui va peu au cercle, qui tire des pull-ups et qui fait que des flotteurs grâce à son toucher, en fait, tu te retrouves avec un scoreur qui est quand même assez intéressant parce que il arrive à gratter la moyenne de la ligue en étant le deuxième joueur avec le plus de charges, avec un spacing cataclysmique et où tout n'est pas optimisé autour de lui. Donc le jour où il aura un Jalen Johnson capable de porter la balle, un Dyson Daniels qui met un peu dedans et un Zachary Rizaché qui est enfin le tireur élite qu'on attend de lui, bah est-ce que tu peux pas te retrouver avec un triangle qui va se retrouver à 101, 102, 103 true shooting plus? Et ben du coup avec un passeur pareil, tu te retrouves avec une efficacité qui est quand même assez folle. Et et pour finir un peu sur la défense, je suis un des plus grands défenseurs de la défense de Trae Young parce que je le trouve pas si cataclysmique. Alors évidemment qu'il est négatif et que c'est le joueur à cibler du côté d'Atlanta, sauf que si tu prends tous les line-up de NBA, c'est pas le pire joueur à cibler en NBA. Je trouve qu'on fait moins de critiques sur des joueurs comme Jalen Brunson ou même Tyrese Haliburton qui sont pas beaucoup plus forts que que Trae Young. Donc évidemment qu'il a, enfin le defensive rating il est de +5 quand il est de +5 quand il est pas sur le terrain. Donc évidemment que l'équipe défend mieux quand il est pas sur le terrain. Sauf qu'en fait, c'est un joueur qui off-ball est quand même assez intéressant parce qu'il est actif, il a un QI basket qui est supérieur à la moyenne, donc il voit bien les lignes de drive, il voit bien les lignes de passe, il arrive à créer un peu de défense. Faut l'entourer, faut faire du pré-switch, etc. Évidemment, c'est chiant, mais je trouve que c'est pas un joueur qui est si catastrophique. Je lui imputerai pas un énorme malus négatif en défense comme on a l'habitude de le faire. Tu veux dire que c'est un malus, mais c'est pas non plus un malus 5 fois pire que celui de Brunson, que celui de mecs comme ça, quoi. Là-dessus, je suis un peu d'accord. Je suis d'accord de ce point de vue-là. Et non, moi, ce que j'aime bien, c'est, on n'a pas trop encore parlé, mais le passing et la création collective. Ça va être un mec qui a moins, en termes de palette de passes différentes, il a moins de possibilités qu'un Doncic, ou même au-delà de Doncic, un LeBron, ou voilà, des grands playmakers. Mais je pense qu'il a aussi un dynamisme assez très cool, quoi. Donc le passing de pick and roll est de très bon niveau, alors que, on l'a dit, il a pas non plus des partenaires géniaux, parce que tu vois, son meilleur partenaire c'est Jalen Johnson, mais qui c'est pas non plus verticalité au panier, c'est pas non plus pick and pop, quoi. C'est un peu le passing de short roll pour le big, mais bon, pour complémenter vraiment Trae Young, c'est pas non plus la folie. Et pourtant, on a quand même un mec qui depuis le début de la carrière, on voit que en fait, il arrive à porter l'attaque à un bon niveau, pas un niveau d'élite, mais à un bon niveau. Alors même qu'on a dit, on a bien détaillé le fait que le personnel était très défensif, et pourtant quand il est sur le terrain, on a une attaque qui performe bien, voire même très très bien. Il augmente beaucoup. Ça, c'est un peu le truc que je trouve très cool chez lui. C'est aussi là où on voit les top passeurs en général, à quel point est-ce qu'il augmente la fréquence de l'équipe quand lui est sur le terrain. Et parce que c'est un mec qui va trouver des cuts, c'est un mec qui va trouver des bonnes passes, pick and roll, etc. Et notamment, tu vois, on a parlé du fait qu'il n'y a pas de spacing, et pourtant, quand lui est sur le terrain, l'équipe prend 35% de ses tirs au panier, ce qui est dans le 83e centile de NBA, en tout cas relatif aux autres meneurs de jeu. Donc voilà, ça reste un moteur d'attaque qui n'est peut-être pas un chapeau 1, ou chapeau 1 où il y a 2-3 noms, mais c'est le chapeau juste en dessous, quoi. Et là encore, tu parlais de la différence avec Jalen Brunson en termes de défense, mais tu vois, même là-dessus, hein, je pense que Brunson est un peu sexy en ce moment en termes de création collective, et à juste titre. Je pense qu'il y a un peu match, hein, en termes de création collective, de pick and roll, de héliocentrisme, etc. Donc tu vois, pour moi, là aussi, l'écart entre Brunson et Trae Young, en termes de à quel point est-ce qu'ils arrivent à générer du jeu collectif, pas que pour eux, mais collectif via une attaque très stéréotypée pick and roll, je pense même que j'aurais parfois Trae Young un peu au-dessus de Jalen Brunson. Donc ouais. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que il y a un peu Trae Young a toujours pris un peu une taxe collective qui n'était pas méritée sur le profil du joueur en lui-même, tu vois par exemple Luka Doncic,
Alors évidemment que le passeur, on l'a toujours connu, sauf qu'il a commencé à être extrapolé à partir du moment où on a mis un scoreur implacable à côté de lui, comme Kyrie Irving par exemple. Il va en finale NBA avec Kyrie Irving parce que il a un scoreur implacable à une passe près qui lui permet d'ouvrir des lignes de drive, qui lui permet de pouvoir jouer son jeu offensif, d'appeler des pick and roll, etc. À quel moment Trae Young a eu ce genre de choses là? Donc et c'est la même chose pour plein de choses. C'est la même chose pour plein de joueurs. Donc je serais un peu moins critique que beaucoup de gens sur Trae Young. T'as comparé à Jalen Brunson. Jalen Brunson a l'avantage de jouer avec des joueurs offensifs qui sont quand même bigrement supérieurs à ce que n'a jamais connu Trae Young, quoi. Je suis un peu d'accord. Alors classement du coup, où est-ce qu'on l'imagine, Trae Young dans le classement? Écoute, ma fourchette haute serait du côté de James Harden et ma fourchette basse serait du côté de Tyler Herro, Jamal Murray, je pense. Tyler Herro, Jamal Murray, ok. Alors je préfère ta fourchette haute, je dois te dire. Je pense que le duel avec Brunson cette saison a pas lieu d'être parce que Brunson est un peu quand même largement plus efficace cette année, plus l'optimisation aussi, hein, bon c'est comme ça, mais tu vois, par rapport à Cade, c'est intéressant, je trouve, le duel. Je pense que Cade a aussi l'apport défensif qui est cool. Après, est-ce que la défense, enfin je veux dire, la défense pour des créateurs à aussi gros volume, c'est pas non plus, c'est intéressant, ça fait un peu la différence, mais c'est pas non plus primordial. Et sur l'attaque, Cade est un peu plus grand. Je trouve quand même pour l'instant un peu moins dynamique, et le scoring, tu vois, c'est pareil, il prend beaucoup de ballons, il n'est pas forcément ultra efficace. D'ailleurs, je crois que les deux sont à peu près au même niveau. Donc je trouve aussi intéressant d'aller taper dans cette zone là, James Harden qui est plus vieux et sans le jus de scoring, ou Cade Cunningham, donc finalement taper entre les deux, quoi, entre ces deux-là. Ouais, je suis plutôt d'accord parce que en fait, je pense que la différence entre Cade Cunningham et James Harden est vraiment ultra minime sur cette année. Je pense que j'aurais quand même Cade assez devant parce que évidemment que j'ai pris la défense de la défense de Trae Young, sauf que ça reste c'est plus pour ça reste une cible, alors que Cade Cunningham, même s'il n'est pas une foudre de guerre défensivement, sera rarement une cible, et de manière fonctionnelle, en fait, il est utilisable de plein de façons différentes. Et même c'est pareil pour le niveau off-ball, en fait, grâce à sa taille, il est fonctionnellement utilisable. Donc le spectre d'utilisation de Trae Young est beaucoup plus réduit, ce qui fait que je le mettrai juste en dessous, donc du coup aux côtés de James Harden, ouais. Très bien. Eh bien, faisons comme ça. Alors, faisons comme ça. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 7 janvier cette fois-ci. Et c'est un step back à 3 points ultra clutch. Une fin de match disputée contre le Utah Jazz. Mais qui est sur le terrain, Flo, sur ce step back à 3 points clutch par-dessus la tête de, je ne vais pas dire, pour ce moment clutch? Écoute, si c'est une fin de match, je vais partir avec Dyson Daniels. Oui, tout à fait. C'est à quelle date, excuse-moi? 7 janvier. 7 janvier. Donc, je vais dire DeAndre Hunter. Oui, exactement. Je vais dire Okongwu. Pas Okongwu, en fait t'as parlé de Dyson Daniels, il y a aussi deux autres mecs qui ont les initiales du bonheur. Donc DD, initiales du bonheur, il en reste deux qui ont des initiales du bonheur. Qui s'appelle DD? Non, initiales du bonheur, c'est quand t'as Dyson Daniels, tu vois, D au prénom et D au nom de famille. Il y a deux autres comme ça. Ah, du coup Okongwu, ça marchait. Mais du coup, Clint Capella, c'est vrai, mais c'est pas lui. Clint Capella, oui, ça marche. Et je pense que Jalen Johnson n'était pas blessé. Non. Donc c'est pas lui? Non. Et c'est pas lui. Si t'es en phase offensive sur une fin de match, Bogdanovic? Exactement. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai préparé. C'est une équipe avec que des initiales du bonheur, tu vois. Jalen Johnson, Clint Capella, Onyeka Okongwu, Dyson Daniels, Bogdanovic, et c'est fou. Voilà le fun fact 2025 sur les Hawks, mais voilà. Donc les Hawks, tu les as, et alors maintenant le Jazz. Aïe. Walker Kessler pour défendre. Je vais partir à exactement. Lauri Markkanen. Oui, ta meilleure amie est là, Lauri Markkanen. Tac. Pour rester défensivement. John Collins? Non, pas sur le terrain, non. Pas sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils sont partis plus petits. On va partir sur Isaiah Collier et Colin Sexton. Exactement, Collier et Sexton, ouais, tout à fait. Et alors le cinquième, c'est, je crois, que le joueur le moins efficace de toute la NBA cette saison. Ah, bah c'est Keyonte George? Encore pire. Vraiment encore pire. Ouais. Keyonte George. Ah, bah si, mais oui, c'est Cody Williams. Exactement, Cody Williams. Je crois qu'il est à 30% en dessous du niveau moyen de NBA. Un truc un peu délirant, mais bon, après sur petit volume, mais ouais.
Donc très bien, passons à notre 5e et dernier joueur du jour, Anthony Davis, pour terminer. 33 000 par match, 51 matchs, beaucoup d'absence évidemment, je pense qu'on va en parler aussi. 25 points et quasiment 11 rebonds de moyenne cette saison pour Anthony Davis. 30% d'usage aussi quand il était là. Donc il a manqué beaucoup de matchs, mais quand il était là, volume de star au niveau du scoring, je parle de usage de basketball référence de scoring. 99 de true shooting plus, donc une année où l'efficacité n'était pas trop là pour le coup, n'était pas trop au rendez-vous. Mais pour te lancer, on est quand même sur une saison qui est un peu en... Enfin, on a 2 saisons en une, quoique la deuxième à Dallas a même pas duré, en fait. Et on est sur une demi-saison qui était censée un peu marquer une évolution tactique autour de Davis et un peu plus en porteur de balle. Que c'est compliqué d'analyser la saison de Anthony Davis. Parce que... déjà, il y a le distinguo Lakers-Dallas. Mais il y a aussi le fait que l'arrivée de JJ Redick, il l'avait dit l'été dernier, et pour le coup, il a appliqué ce qu'il avait dit. Le fait d'utiliser Anthony Davis en hub offensif avec beaucoup de main à main, beaucoup de passing, moi c'est quelque chose que j'ai adoré et c'est quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis je crois que je me le suis noté dans mes notes, mais c'est quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis les Pélicans en 2018-2019 quoi. Donc en fait c'est quand même assez très très cool. Niveau efficacité, évidemment que du coup son rôle offensif, enfin on va vraiment rester sur le côté offensif pour l'instant, mais le rôle offensif qu'il avait auparavant de finisseur, qui était davantage finisseur par rapport à ce qu'on a connu cette année de créateur, évidemment va forcément impliquer une efficacité qui va un peu chuter. Aux Lakers, il est à 104 de true shooting plus. Bon bah forcément que tu pourrais attendre d'un Anthony Davis de monter un peu plus. Sauf que tu te retrouves avec 30% d'usage, tu te retrouves avec 25% d'assist percentage. C'est quelque chose que Anthony Davis a rarement connu. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et j'espère qu'on va continuer à gratter là-dessus à Dallas l'an prochain, parce que le Anthony Davis un peu plus créateur et autour de qui tu vas réussir à construire, bon bah pour moi c'est quelque chose de vraiment très intéressant quoi. Bah, de toute façon, l'an prochain, avant que LeBron arrive, Kyrie est blessé, donc je pense qu'on aura un peu de création de Davis, mais non, alors pour rester un peu sur... T'as vu, j'ai placé la blague sur LeBron, hein, comme à chaque fois, mais... Oui. Non, pour rester en sérieux sur 2025, alors je me suis planté dans les chiffres, hein, pardon, il est à 102, il est pas 99, il est à 102 en au moyenne, niveau de la saison complète, en moyenne sur les deux. Après... Je pense que moi, tu vois, dans mon esprit, j'élimine un peu Dallas parce que c'est 9 matchs et que c'est un peu nul. Donc en fait, sa saison, techniquement, c'est 42 matchs aux Lakers où il est en effet à 104, plus 4% d'efficacité relatif à la moyenne, ce qui, là encore, est en dessous de ses standards un peu habituels où il était, tu vois, plus 7%, plus 8%, plus 10% parfois, etc. Donc voilà, on n'est pas sur une méga saison d'efficacité. Pour le coup aussi, tu vas regarder aussi à quel point tu parles un peu du rôle, mais au final, il n'est pas beaucoup moins assisté qu'avant. On l'a vu beaucoup plus opérer sur des pick and roll inversés, des pick and roll lui à la balle en tant que porteur de balle. Ça a généré plus de passing, ça c'est vrai, et ça c'était très cool parce qu'il est capable de... Tu vois, il est souvent en sortie de temps mort, Redick appelle des séries de 4-5 systèmes d'affilée où pistol action sur le côté avec lui qui porte la balle, une option, ensuite le même système, une option différente, le même système, ensuite Gabe Vincent plutôt qu'aller en pick and pop, il va au pick and roll, etc. Enfin bref, un peu ce côté où il est beaucoup utilisé balle en main et ça a débloqué le passing, c'est bien parce que c'est de la valeur ajoutée. Mais bref, pardon, pour reprendre ce que je disais, au final, il n'est pas beaucoup moins assisté qu'avant. 62% cette année aux Lakers, 62% de panier assisté, c'est un peu plus bas, mais pas non plus des tonnes que l'année d'avant, 68, 64, 65, etc. Donc si tu veux, il n'y a pas non plus pour moi un saut de régime de tir en mode avant il était très finisseur et maintenant il est... Alors, attention, il a plus autant de paniers faciles. Je pense que c'est pas trop le cas, c'est à peu près, grosso modo, la même difficulté de tir, donc c'est pas ça qui, à mon avis, peut nuancer l'efficacité. Pour moi, c'est surtout la tactique, en fait. Et le fait que Darvin Ham mettait bien la priorité sur l'envoyer au panier et envoyer toute l'équipe au panier, libérer des lignes de drive, libérer des pick and roll pour Davis en poste 5 notamment, et qu'on a moins ça dans les schémas de Redick où il est justement plus utilisé, un peu plus statique dans le périmètre, un peu plus porteur de balle, plutôt que Darvin Ham qui libérait l'espace intérieur pour lui et pour LeBron. Non mais pour le coup, tu vois, c'est deux côtés d'une même pièce, mais est-ce qu'on va choisir un Anthony Davis plus passeur ou plus scoreur? Enfin, en soi, les deux choix peuvent tenir la route. Et moi, ça me dérange pas plus que ça que JJ Redick en arrivant. Et même Jason Kidd du côté de Dallas a vraiment appuyé encore plus ce point de OK, Anthony Davis, en fait, on va l'utiliser comme ça parce que c'est méga intéressant. Et surtout en l'absence de Kyrie Irving à Dallas, je pense que ça peut être quelque chose de très cool pour Anthony Davis. Mais voilà, il a eu plus de création, on l'a utilisé sur du hand-off, on l'a utilisé sur des short rolls. Et ce que je disais, en termes de création, en termes d'usage, à Dallas, il monte à 25% et 95e centile sur son poste, en fait. Et c'est énorme. Et non, moi, je trouve ça vraiment intéressant d'amener quelque chose de nouveau avec Anthony Davis parce que on a compris, surtout depuis son arrivée aux Lakers, que à part dans la bulle, pendant les playoffs,
le scoreur Anthony Davis implacable n'existe pas. Ce joueur-là n'existe pas, c'est pas grave, hein, mais c'est pas ce joueur-là. C'est pas ce type de joueur à la Nikola Jokic ou autre, ou à la Joel Embiid qui est capable de se créer efficacement un tir proche du cercle de façon récurrente et permanente. Mais par contre, un joueur qui a cette polyvalence d'utilisation, autant en termes de scoring, autant en termes de création, je trouve ça très intéressant et je trouve ça très cool. Par contre, forcément, tu perds en efficacité. Il a pris plus de long 2. Je crois qu'il passe de 45% de long 2 à 54% de long 2 à Dallas. 54%, monsieur Anthony Davis, c'est trop. Pour le coup, c'est trop. Tu dois pas en prendre autant. Par contre, oui, c'est un joueur qui est capable de faire tomber 180 en free throw rate plus, donc plus 80 par rapport à la moyenne à Dallas, aux Lakers, pardon. Bah forcément, c'est intéressant. Il tombe à 130 à Dallas, forcément, parce qu'il va jouer avec plus de big autour de lui, donc c'est plus compliqué d'avoir accès à la raquette. Je trouve qu'il y a quelque chose à retrouver autour de lui de cette façon-là. Mais voilà, c'est quand même un joueur, et on n'a toujours pas parlé de la défense, hein, qui est quand même l'atout numéro 1 du profil. Hein. Donc je pense que c'est un joueur qui est très très haut grâce à tout ça, quoi. Et au final, tu vois, je pense que la légère chute d'efficacité, qui est très légère pour moi, est presque, je vais pas dire insignifiante, mais le passing rattrape aussi pas mal ça, quoi, pour le coup. La création un peu collective. Alors là encore, on n'a pas non plus un bon gigantesque au niveau passing, mais c'est quand même pas mal. Donc je pense qu'on n'est pas sur sa meilleure saison offensive. Par contre, oui, pour continuer là où tu allais, la défense est toujours aussi spectaculaire pour le coup. Tu vois, j'ai fait pas mal de rétrospectives de 2 matchs là cet été. En fait, dès que tu fais les Lakers avec Davis à l'époque, c'est génial, quoi. Et sur des switches, sur la protection de panier, c'est un phénomène. Et moi, le match marquant de cette saison pour lui, alors il y en a plein, il y en a vraiment plein que je pourrais citer. Celui contre Boston est absolument terrifiant, quoi. Parce que c'est une attaque de Boston qui retombe un peu dans ses travers de tiens, on va aller cibler un switch, cibler un mismatch et l'attaquer de manière un peu statique plutôt que fond de jeu collectif, etc. C'est cibler les switches et les mismatchs. Et sauf qu'il est absolument partout, quoi. Parce que Redick le déploie un peu off-ball dans un rôle de safety. Et donc, certes, t'as, je sais pas, Tatum ou Porzingis qui sont face à un mismatch, ils veulent l'attaquer. En deuxième rideau, il y a Davis, quoi. Ça, plus la défense en protection de panier, il est génial. En pick and roll aussi, il est génial. Et pas que switch, tu vois. Il y a quand même beaucoup de monde qui a un peu cette dualité. Mais Davis, il n'y a pas que le switch. Alors le switch, oui, il peut, mais il y a aussi le côté, si tu lui demandes de faire un peu soit des drops classiques, soit des edges, soit des trappes carrément un peu agressives, en fait, il est absolument fantastique. Donc ouais, en fait, c'est pour moi, je sais pas si qu'on fasse la transition vers le classement, mais il y a un côté où ça va aller taper très haut, alors que la saison offensive est peut-être pas la meilleure, mais en fait, le combo de top 3 défenseurs de NBA ou au maximum top 5, plus une production offensive qui n'est pas chapeau 1 attaquant NBA, mais qui est peut-être chapeau 2, pour moi, ça en fait une valeur qui va être très très haute, quoi. Bah clairement, en fait, le côté meilleur défenseur de NBA, aujourd'hui tu me dis que Anthony Davis c'est le meilleur défenseur de la NBA, on peut discuter, mais je te prends pas du tout pour un fou. Cette saison aujourd'hui, tu l'as dit, hein, la polyvalence d'utilisation défensive de Anthony Davis, le mec il défend en drop, il défend les pick and roll, il défend sur switch, il défend en edge, il est utilisé en roamer, il est utilisé partout, enfin c'est absolument monumental. Je regardais cette année 57% de tirs défendus au cercle, mais qu'est-ce que c'est quasiment 6 tirs sur 10, le mec il est là pour t'embêter, c'est n'importe quoi. Moins 11% d'efficacité au cercle, il est quasiment à 6% de block percentage. Oui, bah au bout d'un moment, c'est aujourd'hui tu me présentes Anthony Davis comme le meilleur défenseur de NBA. Alors évidemment que Victor Wembanyama est exceptionnel parce que il fait 2m25. Sauf que Victor Wembanyama fait des erreurs que Anthony Davis n'a jamais fait en fait. Il ne fait aucune erreur, il est tout le temps bien placé et avec une telle longueur et une science du jeu, ça en fait un défenseur du panier qui est exceptionnel. Et du coup, bah en fait, comme tu l'as dit, au niveau classement, tu te retrouves avec un joueur qui défensivement est dans le Mont Rushmore et offensivement, il a certes des défauts, sauf que tu te retrouves avec un joueur qui continue à gratter en termes de charge offensive et qui est capable de l'encaisser. Alors évidemment que c'est pas parfait, sinon ce serait le meilleur joueur du monde. Sauf qu'un joueur qui est capable d'encaisser de la charge offensive et qui est élite défensivement, moi je l'ai très très haut. Mais moi, le point bas, c'était parce que c'est un peu facile, hein, on compare les intérieurs, mais je pense qu'il est au-dessus de Jaren Jackson, mais très facilement. Donc c'est vraiment le point bas à pas dépasser. Et je pense que le point haut, moi, je peux aller taper jusqu'à Tatum, je t'avoue. Oui, bah moi c'est exactement ça. D'ailleurs, on en a pas parlé au début, mais étant un énorme fan de Jaren Jackson, je suis très content de le voir aussi haut. Et oui, bah tu vois, moi dans mon classement top 100 que j'avais fait, il est 7e. Donc c'est dire que il est classé juste en dessous de Jason Tatum et Stephen Curry parce que tout le package est beaucoup trop intéressant.
Je pense que l'argument pour LeBron, on le mettrait au-dessus de LeBron, entre Tatum et LeBron. Oui. L'argument pour LeBron, ça serait le côté création offensive, pour le coup, plus emprise sur le jeu en termes de passing, création collective. Cela dit, LeBron ne fait pas non plus sa meilleure saison d'efficacité, notamment. Ça commence un peu à vieillir, et pas que les chiffres. Bon voilà, je suis pas que sur les Excel, je regarde les matchs parfois, et parfois je les décortique aussi. Mais tu vois, je trouvais que cette année, on avait encore moins le côté implacable de LeBron, de moins en moins, mais ça me paraît normal aussi, tu vois, il a 40 ans. Donc au final, je trouve que le différentiel de défense notamment est à ce point fabuleux chez Davis que je suis assez à l'aise de le mettre là entre Tatum et LeBron. Bah très bien, faisons. Bah tu vois, on parle souvent du côté être un scoreur implacable et c'est ce qui te fait monter les joueurs dans des classements, etc. Sauf qu'en fait, Anthony Davis est même davantage que Victor Wembanyama, Evan Mobley et Jaren Jackson est implacable en défense. Donc en fait, si on donne une note sur 20, il a combien en défense? Il a 18,5. Donc même s'il a mais encore 19,5, même s'il a 13 et demi en attaque, bah en fait sur 40, il est monumental quoi. Je suis d'accord, donc mettons-le là. Pour l'instant, il est top 4 derrière Tatum, Doncic et Giannis. Peut-être que SGA viendra se rajouter par là, peut-être aussi un Jokic, peut-être Jordan Poole, on verra où est-ce qu'on le classe à la fin. Mais, mais bref, petit quiz pour terminer, nous sommes le 21 novembre 2025. 21 novembre, c'est le match où Franz Wagner a mis un 3 points clutch pour gagner ce match, mais on n'est pas sur cette action, on est sur un contre spectaculaire de Anthony Davis sur le Orlando Magic. Mais qui est sur le terrain 21 novembre 2024, qui est sur le terrain à ce moment-là? Je vais y aller par poste. D'Angelo Russell? D'Lo n'est pas sur le terrain, non, pas à ce moment-ci. Pardon. LeBron James et Austin Reeves? LeBron James, Reeves, oui, tout à fait. Je vais dire Anthony Davis du coup. Il y en a un qui est fort à la puissance 4. Il est fort. Quoi? En fait, il faudrait que je réfléchisse sans tes indices. C'est un enfer. Il est fort. Vraiment, c'est un puissance 4. C'est fou parce que du coup, je cherche plus les joueurs. Je vais repartir de façon normale. Je vais dire Rui Hachimura. Non, pas Rui Hachimura. Donc Reeves, Davis, LeBron. Il y est pas. Autre indice pour notre joueur. Il y a l'ancien futur Tracy McGrady. Cam Reddish. Exactement, Cam Reddish. Et le dernier, puissance 4. Et il m'en manque un? Ouais, puissance 4, ça te dit rien ce jeu comment il s'appelle ce jeu en américain aux États-Unis, il s'appelle j'allais dire Maxi Kleber, je vais dire Shake Milton. Alors, autre indice, ce n'est pas Joe, ce n'est pas William, ce n'est pas Avril, mais c'est un. Connect, Dalton Connect. Il était sur une. Eh oui. Alors, mais tu connais pas parce que le puissance 4, le jeu puissance 4, en fait, c'est le Connect Four, je crois, ils appellent ça comme ça là-bas. Donc, il y avait beaucoup de trucs en début de saison avec le jeu, avec lui, etc. Mais bref. Et côté Orlando, alors? Et côté Orlando, du coup, Franz Wagner. Oui. Paolo Banchero. Paolo n'est pas sur le terrain, non, il est absent sur ce match-là. Et je vais dire Wendell Carter Jr. s'ils attaquent. Non. Goga Bitadze. Goga est là, oui, tout à fait. Ok, donc je vais dire, je pense que Suggs n'était pas blessé encore. Suggs est là, ouais, tout à fait. Et du coup, quand t'as vu Scandal Pop? Non, la version de Wish de KCP. Gary Harris? Exactement, Gary Harris. Wish parce qu'il est blessé. Par contre, mais... j'aime beaucoup Gary Harris. J'aimais beaucoup quand il était bon, mais, mais c'est compliqué depuis quelques temps. Et le dernier, c'est un rookie. Tristan Da Silva? Exactement, Tristan Da Silva. Donc voilà qui est sur le terrain au moment de ce bloc spectaculaire de Davis sur un joueur de Orlando. Et donc je récapitule le classement avant de se quitter. On a inséré Anthony Davis au niveau de la 4e place entre Tatum et LeBron James. On a parlé de Trae Young qu'on a inséré au niveau de la 11e, 12e place à peu près entre Kate Cunningham, James Harden à ce niveau-ci. Desmond Bane également collé un peu à Ja Morant au niveau de la 17e place à peu près. Deni Avdija également proche dans le top 30, en fin de top 30 à côté de OG Anunoby notamment. Et puis LaMelo Ball aussi juste en dessous, à côté de Paul George et Scottie Barnes, qu'on a remonté tout ce groupe ensemble au niveau de la 30e place à peu près. Donc voilà, tu vois, ça fait une belle cuvée. Belle cuvée, tu avais 5 mecs du top 30 quasiment sur un top 55, donc c'est pas mal quand même comme cuvée. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être passé sur le Basket Lab pour ce top 100 encore une fois. Franchement, c'était super cool. Encore une fois, des bons classements. On a été plutôt d'accord, donc y a rien à dire. et hâte de voir le top 100 au complet pour voir à quel point je suis différent des gens.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour encore une belle cuvée, même si comme à chaque fois les cas compliqués, c'est finalement les cas avec un porteur de balle largement inefficace comme la Melo Ball, comme ici. C'est vrai qu'il y a toujours un peu ce truc de comment est-ce qu'on mesure cela finalement. Qu'est-ce que ça vaut pour de vrai? Comment est-ce qu'on arrive à pondérer entre l'aspect création et l'aspect fuite de valeur parce que les tirs ne rentrent pas à un taux qui est suffisant. Mais bref. N'hésitez pas à venir en parler sur le Discord. Et d'ailleurs, normalement, le site de notre ami Garincha sur le Discord est en ligne. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur ce site NBA Visual. Les liens seront dans la description ou sur le Discord pour venir classer vous-même, faire votre propre classement. Notre ami Garincha du Discord a mis en place ce site-là où comme ça vous pouvez faire le vote petit à petit, comme nous, même si on est déjà à la moitié, mais vous pouvez voter, vous pouvez exporter votre classement et soit le poster sur le Discord, soit venir en parler, etc. Peut-être même qu'à la fin on fera des études comparatives selon les classements d'auditeurs. Donc voilà, je vais en parler régulièrement de ce site. Rendez-vous sur le Discord pour tout savoir. Et donc, eh bien, nous on va se retrouver la prochaine fois demain. Demain, pour ma foi, une très belle cuvée, puisque demain, nous allons parler de Nikola Jokic, de Austin Reeves, de Fred VanVleet, de Klay Thompson et de De'Aaron Fox. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Flo d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.